Une musique pas faite pour 100 personnes, mais pour des millions. Oh, Gardien City Mixtape, Laura Luciano. Yo, yo, yo. Hello. Waouh. Yo. Waouh. Sympa le son. Salut. Ah bah ça décoiffe, hein, ça c'est. J'ai même pas ça, c'est réalisé Laurent qu'on a qui écouté fait la 3 nuit. sons. J'étais en train de kiffer. J'étais en train de kiffer de fou en fait. Et bah c'est Laurent qui nous a donné ce son qui est très bon. Et écoute Farok, tu nous as manqué. On est content que tu sois de nouveau parmi nous Ah, là vous pour m'avez ton manqué aussi, putain. comptoir Web 3. Ça y est, Ah là là, j'ai pratiquement trop de oublié comment choses. parler français d'ailleurs. Putain, ça y est. Il va falloir que tu le prépares parce que c'est quand même un essai Paris la semaine prochaine, donc ce serait bien que tu retrouves un peu les bonnes habitudes. Ouais, voilà, il faut que je me réhabitue parce que après avoir manqué un épisode, c'est vrai que directement j'ai oublié comment parler français, c'est chaud quoi. Et on est beau hein, quand même. Hein. On est beau là sur le stage avec les nouveaux PFP quand même. J'aime bien. Ah, bien sûr. Ah ouais, c'est pas mal, t'as vu, moi j'ai le laser là, c'est top ça. Ah ouais, très très beau. Ouais. Donc désolé pour la semaine dernière, hein. C'était vraiment. Ouais. Non, mais comment tu te sens d'ailleurs après l'effort du Mint là? T'as encore de l'énergie là? Je sais que normalement on dit après l'effort le réconfort, sauf que dans l'espace NFT, laissez-moi vous dire qu'après l'effort, c'est certainement pas le réconfort. C'est après l'effort, le deuxième effort et après ça notre effort. Ça va, j'ai commencé cette semaine à me sentir un peu moins. C'est très agité, tu sais, les périodes de drop et tout, c'est intense. J'ai commencé, ça m'a pris je le sens encore un tout petit peu, mais ça va. On est de retour. Ouais. Là, c'est vraiment rattraper le travail. Et justement, comme vous avez mentionné tous les deux, NFT Paris et tout, là, on a j'ai tellement de travail pour ça que je pouvais pas m'en occuper et tout ça. Donc là, ça y est, on est de retour. On est là. Ouais. Bon, bah, c'est parfait. Bah, écoute, on est ravis. Franchement, tu nous avais manqué. Mais surtout, bah, écoute, il y a plein d'actu, plein de choses. Déjà, il y a eu quand même ces PFP, là. Donc, elles sont magnifiques, hein. Franchement, on en a toutes des très belles. Farok, Normandie, il a le laser. Ah ouais, top. On a Samy, là. C'est la vague bleue, là. Voilà. On J'adore. a Jamel aussi. On a Degens, là, un auditeur. Ouais, des Jets, il y en a un Franchement, super. super, hein. T'as Lord en bas, Lord Shah. Waouh, c'est top. Ah ouais, c'est top. Alors, et donc, bah, grosse semaine aussi, plein de choses à venir parce que derrière, bah, on a NFT Paris la semaine prochaine. Ah ouais, c'est une très très grosse semaine du côté de tous les côtés, hein, avec les airdrop et tout ça de Blur. Et ensuite on avait de ce côté Rogue Radio, on avait la PFP la semaine dernière qui est sortie en plein show. Ouais. C'était la folie, mais bon, super content. Je trouve ça beau. J'aime bien voir toutes les PFP en ce moment. C'est vraiment marrant. Et de plus en plus, on les voit changer. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Et ensuite, ouais, donc NFT Paris, c'est une semaine chargée quand même. Hein. Du coup, on va devoir s'arranger pour le show et tout hein, la semaine prochaine. Peut-être on le fait live. Super. Bah c'est ça, c'est même sûr. Attends, bien sûr qu'on va faire du live. Ça va on devrait le faire live. NFT Paris, du coup, c'est vendredi et samedi. On n'a rien prévu. Tu sais quoi, on n'avait rien prévu en mode surprise, ready for NFT Paris. Ce qui est cool, c'est que, je vous le dis tout de suite, j'étais en train de planifier là tout à l'heure. On a NFT. Nous, notre show, je sais qu'il est jeudi, mais bon, NFT Paris, c'est vendredi, samedi. Si vous voulez, on peut le faire vendredi. Parce que, en fait, Regretter, on aura notre propre boot. Vous savez, comme à Ledger, là. Allez là. Donc, on a notre propre espace NFT Paris Rogue Radio avec les chaises et tout. Tu sais, exactement comme un Ledger, très confort. Du coup, on pourrait le faire live le vendredi à la place. Ah oui. Bah ouais, carrément. Ouais. Carrément. Et on peut le faire un peu plus tôt même. C'est ce qu'il faut faire. On peut le faire plus tôt, comme ça passe pas pendant les dîners et tout. On fait ça plus tôt, on peut faire ça peut-être même avant le GM, parce que le GM Web 3 il tombe à 14h30 à Paris. On peut faire ça même avant si vous voulez. On aura notre propre espace live et tout, et on peut voir qui est sur place et on fait des interviews quoi. Parfait, un déjeuner, un late lunch comptoir Web 3. On fait ça. Moi, je suis très très chaud. On fait ça avant le GM Web 3 quoi. Du coup, vu que le GM 3 est à 16h30, on peut faire ça facile. On peut se dire même vers 14h30. Ouais, 14h30, on fait 1 heure. Et 1 heure et demie, on fait ça et on va voir sur place. Il y aura tellement de monde en plus. On peut faire ça vraiment. Ça va être très sympa. Donc, on devrait vraiment faire un truc comme ça.
Ouais, ça va être trop bien. Alors, le seul truc, Farok, c'est que Nico et moi, on est moins des professionnels, donc va falloir que tu nous gères le matos, quoi. Oh, allez, vous êtes des pros, arrêtez là. Arrêtez, vous êtes Normandie, 35 épisodes. 35 Ah ouais, épisodes quand même. mais on est encore, ouais, on est encore au silex, là. Ouais, mais nous, ça nous a pris, ça nous a pris 100 épisodes pour vraiment trouver le rythme. Et Ok, c'est tous les c'est jours. la barre, là. Non, mais C'est- carrément, ce serait super de faire ça en live. En plus, comme tu nous as réservé 200 mètres carrés à NFT Paris pour Regradio, Voilà. il Ah ouais, on faut a un occuper gros une boot, salle. ouais. On a un très beau boot. D'ailleurs, je vais vous envoyer la photo sur notre petit groupe WhatsApp. Mais ouais, je suis très chaud parce que justement, je parlais à Osaf et Mando, il faut l'utiliser quoi l'espace. Et nous, on a juste un show. Et je me suis dit bon, comment est-ce que je peux trouver des moyens pour l'utiliser? Je pense qu'avec le show en français le vendredi, ça va être très sympa, En plus, sympa. Ouais. en plus comme OSF, il envoie des liens pour aller faire du foot avec Puma NFT. Et j'ai envie de te dire, il sera peut-être même pas là pour le GM Web 3. Là. Oh là là. Ah, Osaf, en tout cas, il est jamais là vraiment. Il est là, mais il est pas là. Je pense qu'il faut que tu checkes un peu avec ton co-host qui n'a pas sign up pour le foot là. Il avait l'air un peu chaud là. Oh ouais, il m'avait dit qu'il s'est chauffé pour le foot. Je vais lui envoyer un message tout de suite. Et ouais, les gars. Bon, dis pas que j'ai balancé. Donc, en tout cas, on est content d'avoir tous nos auditeurs en bleu avec les PFP, ça fait bien plaisir. On est content d'avoir Samy qui est avec nous pour l'interview et qui fait partie de Comptoir Web3. Et on est content d'avoir Laurent Castellani qui nous a mis un super son. Laurent qui est photographe, la star de Super Rare en ce moment. Et Brian de Sorar qu'on interviewe dans la foulée. Et merci à Pauline qui nous a recommandé Laurent. Donc c'est trop cool. Let's go les gars. Normandie, alors les marchés? C'est parti. Bah écoute, les marchés, ça va bien, ça se passe bien quoi. Je comprends pas trop pourquoi ça se passe aussi bien, mais c'est cool. Sur les indicateurs macro, on avait le CPI la semaine dernière qui était un petit peu meilleur qu'attendu, donc c'est l'inflation aux États-Unis. Donc c'est pas forcément ce qu'on voulait voir. Après, c'était pas, on va dire miles away. Donc les marchés ont réagi de manière un peu mitigée, les marchés traditionnels à ce chiffre-là. On a eu les PPI aussi aujourd'hui, donc c'est aussi un autre indicateur d'inflation où on a un petit peu raté la marche. Donc là, c'est pas exactement ce qu'il faut pour les marchés, mais ça tient bien. Donc on a un peu des marchés traditionnels en dents de scie, et par contre la crypto, on a eu un petit coup de mou parce qu'on a vu nos amis de la SEC, donc le gendarme financier américain, qui ont commencé à d'abord par il y a une news qui est sortie sur Kraken où malheureusement ils doivent stopper le staking. Je crois d'Ether sur Kraken, justement à cause d'un settlement donc qu'ils auraient fait avec la SEC, et une deuxième news donc sur le BUSD, donc qui est un stablecoin donc utilisé par Binance, qui est en grande partie généré par une entité qui s'appelle Paxos. Qui est je crois basé justement aux États-Unis, et qui visiblement aurait reçu comme ordre entre guillemets, donc d'arrêter de minter du BUSD. Donc ça clairement c'est pas très bon non plus. Donc on a un peu l'impression que la SEC notamment derrière est en train de tirer les ficelles en fait pour un peu attaquer entre guillemets les échanges centralisés. Ils se sont un peu ratés, même complètement ratés sur FTX, et là ils essaient de se rattraper, mais pas forcément de la bonne façon sur Kraken et sur Binance, et puis indirectement aussi Coinbase, hein, qui a été très vocal sur ces décisions quoi. Brian Armstrong qui dit qu'en tout cas il sera ravi de défendre cette cause à la cour si besoin. Donc Il va falloir de toute façon. Il va à falloir. À mon avis, ça allait encore suprême ça. Ce qui est sûr, c'est que si lui il le fait pas, je sais pas qui va le faire. Donc clairement, c'est pas moi et Nico qui allons. Non, c'est ça. Ouais, on n'a pas l'argent non plus. Hein. À la limite, Farok avec Rock Radio et la DAO, mais je pense qu'on va peut-être être un peu short. Donc on va faire confiance aux champions de l'écosystème crypto, parce que effectivement c'est pas top de voir Kraken qui. C'est ridicule.
qui give up un petit peu de l'autre côté. Après, bon, on connaît pas exactement tous les détails de l'affaire, mais bon, là, il y a un vrai souci. Donc, bon, c'est pas top. Ça a fait un peu flancher la crypto temporairement. T'as l'Ether qui est redescendu à 1500, le Bitcoin qui est repassé autour des, je crois, 23 500, quelque chose comme ça. Et puis là, c'est le big pump là depuis. C'est quoi? C'est depuis ce matin ou hier soir? Je sais plus. J'ai du mal à suivre les Ouais. timelines. Hier, déjà, Mais et là, c'est en train de partir. Je sais, j'ai pas checké les prix juste avant de me connecter. On avait les terres Attends, qui t'as étaient pas au-dessus encore regardé les prix? Bah, j'ai plus le temps de regarder les prix. Enfin, si tu regardes les prix tout le temps, là, on fait plus rien. Là. Ça bouge partout. Mais en tout cas, les terres étaient à 1700 plus et puis le Bitcoin à 25 000. Donc, écoute, tout va bien. Hein. Et les altcoins sont en train de partir dans tous les sens. Pareil, t'as le Matic en particulier qui fait en gros un beau retour. Je crois qu'il est passé à 1,40. Donc 1,46. ouais. Donc là, c'est pump season pour la crypto. Et ça, c'est cool, quoi, parce que J'adore. tu mets le blur on top of it, et là, on a une bonne recette pour pumper les bags. Donc, j'ai envie de te dire, all good. Ouais, je pense qu'on va avoir un bon week-end. Hein. On en parlait justement ce matin Ouais. très longuement. Ouais, donc Bitcoin qui a frappé 25, tu as 17,20 qui a frappé 17,42, je pense, et Matic à 1,46, et tu as Solana au-dessus de 23. Après, tu as tous les altcoins qui commencent à suivre, mais aujourd'hui, c'est vraiment Bitcoin et Ethereum qui sont vraiment dominants. Et c'est bon, on adore ça. Et avec le Blur Airdrop qui est monté à $1, bon, qui est toujours presque près de $1, 98 centimes. C'est fou. Et moi, je pense qu'on va vraiment avoir une belle fin de semaine, quoi, niveau airdrop, vu que niveau NFT, vu que bon, les volumes Blur continuent à augmenter, vu que tu es obligé de. En fait, c'est un airdrop en deux temps. C'est ça. Oui. Ils ont des bons points dynamics. Et du coup, bon, il y a du volume. Il y a l'énergie et tout. Après, c'est tout ce que ça prend. Mais bon. Après, on va voir. Après, je sais pas combien de temps ça va durer. Mais au moins que ça dure un tout petit peu. On le prend. On va prendre ce qu'on peut avoir dans un environnement macro qui est toujours pas. Ouais, ça reste compliqué hein, quand même comment dire la picture overall, mais c'est sûr que là c'est clairement pas mal à court terme. Le Blur Airdrop pour ceux qui auraient pas suivi et qui seraient pas à fond NFT Degen, donc c'est une plateforme en gros compétitrice d'OpenSea qui ils ont commencé quand Nico en Il juin y a, non? ouais, il y a, ouais, oui, Il y a 6, 8, un peu plus 8 de 6 mois, mois. quoi. 8 mois, 8, 9 mois. Et en gros, tu avais 3 phases pour récupérer le fameux blur. Blur, Donc la c'est première phase, paradigme aussi. Hein. Blur, c'est paradigme, enfin, backé par des gros ouais, fonds. qui est backé par Paradigm. Et puis il y avait eu un round d'investissement aussi avec pas mal de gens, je crois, de l'écosystème. Je crois qu'il y a OSF d'ailleurs qui est dedans, Ah si ouais? je dis pas de bêtises. Ouais, alors c'est peut-être pas des tailles énormes, mais Parce que ils là, avaient et là, onboardé. on parle d'un nouveau round sur une valeur d'1 milliard en plus. Hein, donc, Ouais, donc là ils ont refait une valo et puis tu avais ce système où tu pouvais gagner des. À l'époque on savait pas trop les blur boxes là, ouais. et t'as eu 3 phases. Donc la deuxième phase c'était il fallait lister les NFT. La troisième phase il fallait bider au maximum le plus proche du floor sur les collections les plus actives et du coup là on a pu récupérer nos airdrops et c'est vrai que je pense que tout le monde a été surpris. En tout cas beaucoup de gens étaient surpris à la hausse parce que les montants étaient assez colossaux et puis derrière ils ont vraiment fait un boulot phénoménal pour aller pitcher ça je pense pas mal de fonds qui investissent plus dans les coins. Ils ont listé ça sur toute une liste d'exchange et derrière il y a un gros momentum sur le token et ça vaut vraiment de l'argent et effectivement ça a pumpé. Je crois que c'est quoi le plus bas qu'on ait touché 0,5. 0,55. On est Ouais, descendu 0,5. 0,5. Ouais. 0,5 et puis là on est enfin je sais plus la dernière fois que j'ai regardé on était au-dessus d'un 1,1 quelque chose comme ça donc Elle est à 1,2. Là, on est à 0,98. Non, mais franchement, c'est super. mais Et je même trouve mais qu'il y a, même mais il y a même en encore. vendant mais même si tu vendais à 0,5 honnêtement enfin ça fait c'est free money donc Non, mais ça, oui. Non, mais, franchement non, c'est non, mais attends, mais il faut le rappeler. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un airdrop comme ça, en fait. ouais, et Pour il la y a crypto, quand même aujourd'hui. une bonne liste de blurs millionnaires qui ont bien farmé l'airdrop et qui ont quand même qui récupèrent des sommes assez colossales et tout le monde s'attendait pas forcément à ce que l'influx soit aussi important que ça Ouais, et donc ça, évidemment c'est génial parce que derrière, ça redispatche, ça redistribue sur tout le marché. On le voit sur toutes les collections. Je l'ai vu sur Otherside, hein, qui est passé de 1,7 à 2,1, alors qu'on a quand même une supply de 100 100 000 000, ouais. 100 000, donc c'est colossal. Après, je pense que c'était un bon produit justement pour un airdrop comme ça.
Après, on l'a vu aussi sur d'autres PFP, hein, sur des mutants, sur les Moonbirds. Donc, non, ça fait vraiment plaisir. Ouais, t'as tout. Ok. Je pense que tout est à peu près up En fait, 10-20% ça a sur été les réussi. Ça a sur les été réussi. sub-projects. Moi, j'avais quelques inquiétudes parce que je me disais ça avait été repoussé, ça traînait un petit peu, mais franchement, c'est une super opération. Et franchement, ils sont maintenant vraiment. Enfin, ça les positionne en tout cas en comparable ou en compétiteur sérieux par rapport à OpenSea. Et notamment avec aujourd'hui des nouvelles questions qui se posent sur les royalties. Donc, non, super opération du côté de Blur. Ouais, je sais pas. Farok, tu t'es positionné toi sur les royalties ou vous êtes encore en train de réfléchir là pour On n'a Gradio pas et encore, pour le PFP? on n'a pas encore pris de position officielle. Ok. J'ai parlé à Pacman hier. J'ai parlé à OpenSea hier aussi. Je parle à tout le monde hier. En gros, c'est quoi il y a 3 choix, c'est ça? Il y a 3 choix. Un, tu bloques Blur, mais tu prends pas les bids. Et tu prends pas les. Et tu prends pas les royautés. 2, tu bloques rien. Mais OpenSea ne peut pas te confirmer la royauté. Et 3, tu bloques OpenSea complètement. Mais tu prends la royauté sur Blur. Donc ça, c'est une attaque. C'est la guerre. C'est la guerre des royautés, la guerre du hitter, la guerre du marché. Et on est coincé au milieu. Et du coup, je vais devoir prendre une décision, mais je vais pas rusher non plus, tu vois. J'essaie d'attendre. À mon avis, OpenSea répond. D'ici demain, parce qu'après c'est le week-end, quoi. Ils ont pas le choix. Hein. Ils doivent répondre. Après, ça c'est littéralement un acte de guerre. Bon, littéralement. c'est le week Donc, 3, il n'y a pas de week-end, non? ouais, mais les compagnies comme ça, ils ont des week-ends. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense que les mecs chez Blur, ils ont pas de week-end, mais effectivement, chez OpenSea, peut-être. Ouais. ouais, c'est ça. Donc, je vais attendre la réponse aussi avant de positionner. Et quand Parce que tu je suis parles à pas trop fan Pacman, des positionnements trop vite. quand tu Pardon? parles à Pacman, tu peux lui dire de se bouger sur les IRC 1155 parce que je peux toujours pas les traiter sur Blur, là. Non, mais ça fait combien d'épisodes que tu nous dis ça? Non, mais c'est une joke. Non, mais sérieux. Je suis le seul blaireau du marché à avoir des 1155 ou quoi? Non, Ouais, franchement. la vérité, je pense que t'es le seul, hein. Parce que Non, mais attends, il n'y a pas une seule personne qui me parle de ça à tu part sais toi quoi? tous les jeudis. J'ai pas envie d'utiliser mon quality time avec OSF pour lui dire ça, mais qui se bouge les fesses. Il est investisseur, il a son Degen Pass, c'est du 1155 là. Il faut qu'il leur parle là. C'est quoi ce bordel là? Aïe, 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 aïe. Écoute, La seule Non, personne mais, qui a des 1155, c'est Normand. Bon, je m'en fous, ils m'ont filé de l'argent gratos, mais honnêtement, franchement, pour les mecs arrêtent pas de dire l'UX c'est génial, c'est incroyable, effectivement ça marche, mais tu peux pas traiter un 1155, je suis désolé, franchement, c'est pas au niveau. moi, je Anyway. Non, après, avant qu'on passe dans les détails du NFT market, je pense que il y avait quand même un gros événement, c'était le Super Bowl, donc je sais pas ce que vous en avez pensé là avec la magnifique pub. Ça a coûté combien? 6 millions et demi, c'est ça? 7 millions, 7 millions. 7 millions, voilà, Ouais. du projet de Gabe Leydon, donc sur Digidaigaku, pendant lequel comme d'habitude, c'est du Gabe Leydon, hein, parce que ça a fini par pointer vers son Vraiment, Twitter, c'était en fait, du Gabe Leydon, ouais. je sais pas, moi, je suis pas trop gamer, donc j'ai pas l'habitude de voir des pubs de gaming, mais quand j'ai regardé le truc sur Twitter, parce que j'ai pas regardé le Super Bowl, mais je me suis dit, c'est quoi cette merde, quoi? Genre... Tu m'as tué. Mais en fait, c'est une publicité très Assez ciblé, hein. jeu vidéo téléphonique, tu vois. Ouais, Ça fait très. ça m'a pas donné envie de jouer aux jeux vidéo, en tout cas, mais Non, mais ça a donné dois à pas tout être le monde la envie de cible. vendre leur DJ, en fait. Je pense que. Mais bon, ouais, bon, très drôle, hein, le type. Après, marrant. Moi, c'était ça que je disais tout à l'heure. Je pense que c'est le consensus, parce que j'en ai parlé énormément, tu sais, entre le Morning Show et le Night Show. Le consensus général, c'est tout le monde pense que la publicité était ratée, mais tout le monde sait qu'il va réussir à trouver un moyen de faire des trucs de fou. Tu vois, c'est-à-dire que ça n'a pas érodé la confiance en Gabe Leydon ni son projet, mais tout le monde, je pense que tout le monde est d'accord que la publicité est un peu marrante, quoi. Ouais, c'était un peu bizarre, surtout pour le montant qui a été investi. Après, bon, je pense que c'est pas facile, mais il y avait beaucoup d'expectations parce que bon, il est pas à son premier coup, donc il a déjà rené. C'est comme ça depuis le début, quoi. Il fait les choses différemment, mais il fait toujours parler. Et franchement, Pour ceux d'ailleurs
Pour ceux qui auraient raté, qui n'auraient pas suivi, en gros, la pub, t'avais un QR code. Et en gros, t'avais, je crois, c'est quoi, les 4000 premiers, non? Qui ont pu avoir accès au Mint. Et une fois que les 4000 ou 5000, je sais pas, qui étaient disponibles, étaient partis. Donc le Super Bowl, il y a quand même une audience qui est assez phénoménale. En fait, ça redirigeait au Twitter de Gabe Leydon directement. Et donc, tu pouvais, j'imagine, le suivre. Donc il a presque autant de followers que Farrokh maintenant. Ah voilà. Il a 1 million d'abonnés. Il a 1 million d'abonnés, mais bon, après, il a. Je pense que Farrokh, il ne l'a pas dit, mais il a prévu une pub sur la Tour Eiffel. Là, il va récupérer. Ouais, je vais acheter une pub sur la Tour Eiffel qui va aller directement à. On va la voter dans la DAO là. C'est le bon moment avec la Prop House. Là. Je vais faire une proposal là pour ça là. On va débloquer un peu de budget là. Yeah. Donc ouais, Super Bowl. Donc gros event. Après écoute, on a eu beaucoup de choses aussi dans les musées là, avec le centre Georges Pompidou qui a eu des NFT. Donc ça c'est quand même cool. Bonne nouvelle, c'est Yuga Yuga Labs qui a offert un CryptoPunk. Hein. Ouais, Larva Labs qui a offert Non, c'est Larva Labs qui a offert l'autoglyphe, ouais. Ouais, trop bien. Ouais, l'autoglyphe, il est sympa, hein. Tu l'as vu, Normandie? Ouais, alors moi les autoglyphes, je t'avoue qu'ils résonnent pas énormément chez moi, mais ouais, je l'ai vu, il était super sympa. Allez, comment ça résonne pas? Tu sais, genre je suis honnête, je suis probablement trop honnête. Moi, les autoglyphes qui résonnent chez moi, c'est le côté un peu historique du truc, clairement, et puis surtout le floor price, quoi. Mais c'est vrai que visuellement, bon, j'ai du mal à rentrer dedans. Ah non, ça va, c'est pas grave. Mais après ça, c'est chacun son goût. T'as raison. Non, après c'est top. C'est okay. Non, moi, ce qui m'a plus choqué, c'est la liste d'artistes NFT derrière qu'ils ont collectionné, et je connaissais personne. Donc, je me suis dit, merde. Il va falloir que soit je revois mes fiches, soit que Level 55, ils sont désolés. Ils ont pas mis les deuxièmes Access Pass. Je comprends pas là. À mon avis, ils ont dû parler à Blur, ils ont fait la sélection avec eux, et du coup, je connais pas les autres. Mais j'étais un peu surpris de voir la suite. Donc, il va falloir que j'aille voir en détail les artistes, mais je sais pas trop comment ils s'y sont pris, mais quand tu vois, alors parce que la deuxième nouvelle après, c'est la donation de Cosimo de Medici au LACMA, donc qui est un musée d'art moderne à Los Angeles. On va dire que la news de Pompidou, elle est sortie quoi? C'était vendredi, c'est ça? Je pense le jour avant ou quelques jours avant, ouais. Donc ça a fait un peu de bruit et puis il est arrivé, je crois samedi, avec ça. Et en gros, à partir du moment où il annonce ça, je pense que tout le monde avait oublié qu'il y avait des NFT au Pompidou parce que les 22 qu'il a donné, enfin c'est juste, c'est d'un calibre mais qui est juste pas du tout le même quoi. Ah c'est du lourd, ouais. Il y a le zombie, il y a un Ringer. Ouais. Il y a Claire Silver à One of One, il y a Pindar Van Arman, donc c'est 22 œuvres d'art qui sont vraiment magnifiques. Et j'ai parlé à Kaydin, j'ai parlé à Kosovo. Du coup, il me disait, ouais, c'est tout un processus, hein, vu que tu dois faire les appraisals. Comment on dit appraisal en français? Où il faut faire la valeur, l'expertise et tout. Il faut mettre une valeur officielle, blablabla, blablabla. Donc, c'est énormément de travail. Donc, moi, j'ai vraiment, bravo. Je trouve que, waouh, moi vraiment, je suis un énorme fan de mettre des NFT dans le musée. Justement, moi-même, de mon côté, j'essaie de voir si je peux mettre un Nakamoto dans un musée ou même à un moment donné, j'ai une œuvre d'art, moi, en fait, de Cory avec Sobi et Diz. On a collectionné Cory Valno en One of One et on a une super peinture. On a la peinture magnifique. Je sais pas si vous l'avez vu dans la vidéo. À un moment, il y a un zip-up dans le masque et tout. Et justement, et j'ai envie de la mettre en musée, mais le casse-tête que ça prend pour pouvoir justement passer par tous les musées, l'appraisal et tout, ouais, ça prend du temps, ça prend de l'argent. Mais je suis un grand fan, moi, hein, de ce qui est même le Pompidou. Après, c'est tout petit à côté de l'ACMA, mais moi, j'adore vraiment voir ça. Je trouve ça vraiment cool. C'est génial. Ce mouvement. C'est génial. Il y avait la NFT Factory à côté, à l'angle. Ah ouais, on ira la voir. On ira voir le punk là-bas, alors, au Pompidou. Ça y est, la rentrée dans les musées. Alors, je sais pas s'il est explosé. Il est explosé ou pas, le punk, là? Pas encore, je sais pas quand est-ce que ça commence, mais bon, tu sais, nous, en France, ça prend du temps pour afficher. Hein. C'est des processus et tout. Il y a des comités, donc je pense qu'il est dans les. Ouais. Après, il faut que le comité soit pas en grève et tout toutes les 2 semaines. Donc, il est dans les. Je pense que CryptoPunk, il est dans la réserve. Ouais. Aïe. Ouais, mais bon, très bullish. Non, mais ça c'est top. Et je pense que cette année, on va en voir plus. Il y avait le MoMA qui avait commencé avec, je crois, Refik Anadol.
Mais c'est sûr que je pense que 2023, ça va être l'année des musées, enfin l'année où les musées vont rentrer en tout cas des NFT dans leur collection. Donc ça c'est top. Et même si effectivement le LACMA a un peu mis une claque au Pompidou sur comment dire ce qu'ils ont intégré dans la collection. En tout cas, c'est positif des deux côtés et c'est top. Et puis de toute façon, nous, on s'en fout parce qu'on a Sorare. Et c'est donc on peut faire cocorico. Et ils n'ont pas ça aux États-Unis, ils n'ont pas Sorare, donc franchement. Si, ils ont Sorare aux États-Unis. Ils Ouais, jouent à la NBA. Ah, NBA Top Shop, c'est mort ça. Mais non, pas NBA Top Shot, Sorare, ils ont la NBA, là t'as Sobi qui tous les Ah oui, soirs oui, il parle. mais c'est une boîte française. Ils ont la NBA, Ouais. bien sûr. Mais, oui, mais je veux dire, bien la sûr. boîte est française, ça. Ah oui, bien sûr, ouais. D'ailleurs, moi j'adore. Moi j'ai vraiment envie de voir si j'ai le temps d'aller voir les bureaux de Sorare. Je parlais à Jack Roberts justement cette semaine de Sorare, Brian. Et puis il faut que je vienne voir les bureaux. Là, j'ai entendu qu'il y a quoi? Il y a un terrain de foot dans vos bureaux, quoi. Mais on a vu que Sorare, ils étaient partout. Attends, moi, on voyait qu'ils sponsorisaient Nifty Portal, qui sponsorisaient Page One. Ils vont peut-être sponsoriser. Ils sont partout. Web3 bientôt. Bah ouais, mais c'est pour ça que Jack il parle avec toi, Farok. Jack et Non, mais en plus on a notre CEO Nicolas qui parle à NFT Paris vendredi, je pense à 14h. Donc tout à l'heure j'ai pas réagi, mais en fait il y a moyen qu'après son talk on stage, il y a moyen qu'il passe peut-être sur le pod. On fait derrière, ça. quoi. Voilà, on fait ça. Ça pourrait être pas mal. Top, ouais. Bah, on s'arrangera alors. Il parle quand Bien déjà, sûr. Nicolas? Vendredi? Il parle, je crois, vendredi à 14h. Ce serait super ça, un peu. Mais il viendra prendre le café avec nous, le dessert. Ben voilà, on fait Ouais, ça. exactement. Et puis je crois qu'il y a un stage à NFT Paris où en fait tu peux y aller et avoir ta photo, ta carte Sorare en fait qui se fait NFTiser, quoi. Mais Donc, non. en fait, il y aura un sorte de drop et c'est fait par un gars de la communauté, donc ça aussi ça peut être un petit délire, un petit truc marrant, quoi, si vous voulez vous faire des petits NFT de cartes Sorare, NBA, action pose ou pas, portrait, tout ça, quoi. Very cool. Ça va être sympa. Ouais. Ouais. Bon, bah, c'est génial ça. Sympa tout ça. Nico, on finit avant de passer aux interviews, on finit un petit peu sur l'actualité, notamment Yuga Labs, le Sueur Pass. Là. Le Sueur Pass, ce qu'on a vu, c'est que y a un gagnant, hein, c'est Mongraal, un joueur pro de Fortnite qui a gagné le tournoi. Et après, là, on a les Sueur Pass qui affichent aujourd'hui le score, en fait, donc partir. Et donc, résultat, ça booste encore les ventes et on peut voir un petit peu qu'il y a des joueurs qui ont fait des super scores. Donc, franchement, c'est ça. Je vous ai cherché tous les deux, mais je vous ai pas trouvé dans le classement, Farok et Nico. Non, attends, moi j'ai fait 178 000 points et ils se sont trompés en fait parce que tout le monde au-dessus de 178 000, voilà. Ça, c'est le bug du système. Tout le monde au-dessus de 178 000 points, en fait, ils ont triché. Ouais. Et sauf moi. D'accord, ok. Ouais. Et c'est pile 178 000, c'est ça Oui. D'accord, ok. Mais en fait, si vous avez vu, en fait, ça change rien les points. C'est juste, il y avait un premier. Ouais. Parce qu'en fait, tout le monde faisait la spéculation en mode ouais, si t'as plein de points, les premiers. Mais non. On sait ou pas? On sait pas si ça change. On sait. Si, on sait. Parce que regarde, tous les Sewer Pass, que t'aies 900 points ou 900 000, t'as le même Sewer Pass après. Il a été validé et il y en a juste une clé. Après, bon, il y aura le deuxième jeu, le 22 avec le Toad mode, ils ont dit. Mais jusqu'ici, en fait, si tu as passé avec le Sewer Pass jusqu'à là, tu as le droit à ce trait spécial, le Special Trait. Ouais. Ensuite, si tu avais triché, donc tu peux continuer le jeu, le deuxième jeu, mais par contre, tu n'auras pas le Special Trait. Tu te fous de moi? Si tu as triché, tu peux continuer? Oui, mais en fait tu peux jouer. Donc parce que en fait, ce qui s'est passé, normalement, il y a plein de gens qui. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'il y a plein de gens qui avaient acheté des passes qui ont été utilisés pour tricher. Oui. Du coup, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que tu peux continuer le deuxième jeu, mais tu n'auras pas le trait special. En fait, c'est des traits à chaque fois qui s'ajoutent. Ouais. Tu n'auras pas le trait. Du coup, tu es pénalisé en fait. Après, on va voir le marché comment il te pénalise plus tard, mais tu es pénalisé par rapport au trait, quoi. Ouais, bien sûr. En tout cas, Mongraal, il a listé sa clé pour 2222 Ethers, hein, c'est ça? Ouais, on a entendu ça. Complètement dingue. Complètement. Je t'ai pas vu bider, Nico, là. Nico Boule. Il y avait un bid à 250 Ethers, je crois. Mais non. Si, je crois, ouais. Après,
c'est la clé, quoi. Je crois que je sais pas trop où ça va traiter, mais d'ailleurs, on sait absolument pas à quoi ça se clé. Hein. On parle de 2000 Ethers, c'est ça hein? Ouais, mais il est où la clé en fait? Elle s'appelle comment dans le Sewer Pass? Elle s'appelle Dookie. Est-ce qu'elle est dans la collection Sewer Pass ou elle est dans une collection Je sais pas trop. Je sais qu'il l'a listé pour 2222 parce que tout le monde en parlait, mais je suis pas allé vérifier moi-même. Wow. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait un bid à 200-250 Ethers. Après, bon, le bid offert est un peu large, hein, donc il y a de la marge entre les deux. Mais non, mais de ce que je comprenais, les Sewer Pass, les top scores étaient quand même listés à des niveaux assez plus élevés. Donc il va y avoir une utility enfin, en tout cas, les gens spéculent sur le fait que ces top scores vont servir à quelque chose à un moment. Donc, il y a un marché de bons scores sur les passes. Après, je sais pas si ça vaudra quelque chose. Ça peut valoir absolument rien, mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'organise autour de ça, quoi. J'ai trouvé la clé, je vous l'ai envoyée sur le chat. C'est la clé 21915, la Sewer Pass de Mongral Volt. 2222 hits, donc 3,8 millions, elle était listée. Et en ce moment, on peut confirmer qu'il y a un bid de 222 hits dessus, ouais. Voilà, et c'est pas Nico. Parce que Nico, il peut pas non, c'est pas Nico. La personne s'appelle Q. Donc c'est Zymers David. Zymers. Ah ouais, je le connais, mais c'est le mec, il a une collection assez lourde, Zymers. Ouais. Ouais. Ah, écoute, génial en tout cas. Non, franchement, c'est trop cool. 2222 Ethers, bon bah écoute, il va falloir que quelqu'un y aille. Hein. Va falloir que quelqu'un y aille. C'est un peu facile, attends, laisse-moi, j'appelle mon pote là. Allô. on va appeler Justinson. Ouais, voilà. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu là. Depuis l'histoire de pool de liquidité pour FTX, là, on n'entend plus trop parler. Là, c'est le bon moment. Là, il faut qu'il aille. Moi, en tout cas, je peux pas le voir parler. Il m'a bloqué. Ah bah mince, c'est dommage. Franchement, tu rates beaucoup. C'est super intéressant. Donc, je te relayerai ces tweets. C'est vraiment top. Et voilà. Et sinon, les gars, donc sur les news, qu'est-ce qu'on a eu? On a les Bitcoin Ordinals qui font quand même beaucoup de bruit. Avec les collections il y a DeGods aussi qui a minté donc tout un blog Bitcoin. Donc c'est la folie des Ordinals. Quand est-ce que tu annonces que les Evenloop PFP sont sur Bitcoin pour faire x4 là sur le floor? Ouais, voilà, on va faire comme tout le monde. Ouais. Je vais vous foutre les mêmes 20 000 sur une autre chaîne et je vais vous faire passer ça comme si c'est un airdrop et vous allez me pumper le floor. Ouais, si tu peux me les mettre sur Canto. Mais en BTC quoi. Voilà, c'est ça le méta. Si tu peux me les mettre sur Canto aussi et puis sur Avalanche, ce serait top. Voilà. Attends, mais t'as oublié Polygon, Matic, et t'as oublié Cardano et Solana. Donc, s'il te plaît, ne discrimine pas. Hein. Et non, mais ce qui est cool, moi, je suis un grand fan des Ordinals. On a beaucoup parlé. J'avais Casey Rodarmor hier vendredi dernier sur le show qui est derrière les Ordinals. Donc, excellent show. Si vous parlez anglais, vraiment, je recommande le show. Il a une superbe énergie, le type. Je l'adore. Et ce qui était marrant, les gars, justement, Casey Rodarmor, Bitcoin Maxi, super pro Bitcoin, podcast et tout. Il a dit que il y a que 2 podcasts qu'il écoutait sur la NFT depuis très longtemps. Et c'est Rug Radio et NFT Catcher Pod. Et je trouve ça trop cool. Ouais, c'était sympa. C'était un fan du show, en fait. Et comme on a parlé des Ordinals, il a envoyé un message à Golden et il a dit ouais, je veux venir et tout. On l'a eu. J'ai adoré son énergie. Bon, moi, je suis très, très fan des Bitcoin Ordinals, mais ça veut pas dire que tout aura une valeur. C'est ça le problème. C'est que les gens, ils aiment bien dire que les points, il y a la valeur. Moi, je pense qu'il y a de la valeur à avoir un Bitcoin Ordinal et des data de la donnée sur la chaîne Bitcoin, vu que c'est la chaîne la plus décentralisée et sécure. Et hier, justement, je parlais à Woody et on pensait faire un épisode ensemble. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un interview de Woody, qui a justement créé les Taproot Wizard et qui est à la tête de cette cohorte de Bitcoin Maxi qui aime les NFT. Et on va inscribe le show. On va faire le premier podcast sur Bitcoin. Et en même temps, il va mettre un honorary Taproot Wizard dans la même inscription sur un bloc. Et du coup, ça va être sympa. Je vais acheter un bloc et on va essayer de faire un truc sympa ce week-end si on y arrive. Trop bien. Trop bien. Ouais, je crois qu'on a Charles AI là qu'on avait reçu sur le show là, qui est un artiste AI il y a pas longtemps. Il a minté une collection là-dessus sur Bitcoin aussi d'une nouvelle édition qu'il a faite. Donc non, effectivement, il y a des choses sympas. Après, c'est vrai que toute la folie autour des Bitcoin punk là, où notamment on a vu Ryan Carson qui s'est retrouvé dans un espèce de trade bizarre là pour je crois 180 Bitcoin ou
montant assez pharaonique. Bon, je suis pas complètement convaincu moi à titre perso, mais effectivement, il y a des choses qui se passent. Il y a des gens, en tout cas, qui font pas mal d'argent. Mais c'est marrant, tu sais, il y a beaucoup, il y a tous les gars, tu sais, des NFT historiques, les archéologues, etc., qui se retrouvent là-dedans. C'est un peu leur terrain de prédilection. Donc, bon, moi, je me méfie en tout cas, mais je pense qu'il y a des trucs sympas, mais il faut être vigilant, à mon avis. Il y a Exactement. un petit peu de manipulation et puis de FOMO. Donc, be careful out there. Et peut-être, non, juste avant qu'on passe aux interviews, il y a deux choses que je voulais noter rapidement. T'as les VV check de Jack Butcher, donc qui ont beaucoup bougé en termes de prix. Donc le burn commençait dimanche, en même temps au même moment à peu près que le Super Bowl. Et c'est vrai que le floor là s'est fait oblitérer sur le burn lui-même. Donc encore une fois, hein, je sais pas si c'est by the rumor, sell the news, parce que là, la news était déjà out there, mais en tout cas, c'était by the news, sell the burn, parce que on est passé de 2.5 Ether, je crois, sur le haut, à 0.7 assez rapidement. Là, ça a un petit peu récupéré. On est passé au-dessus des 1 Ether, donc bon, beaucoup de volatilité sur cette collection qui reste. Voilà, ça reste un carton. On rappelle, je crois que c'était $8, non, le check en début d'année. Donc, même si le floor s'est fait diviser par deux, ça reste incroyable. Et puis le truc que j'avais vu côté art qui était assez notable, c'est, je sais pas si t'as vu Farok ou si vous en avez parlé sur le GM Show, c'est la collection Braindrop. Waouh! Ouais, on a parlé le Donc, soir avec Diz, ouais. ouais, Magnifique. donc t'as un artiste qui s'appelle Renisto, que moi personnellement que je connais pas, qui a fait une collection qui s'appelle Life in West America, qui est de l'art AI, hein. Donc Braindrop, en fait, c'est un peu un art blocks de l'art AI, si on dit ça en deux mots. Donc ils font des curations d'artistes et puis qui font des drops. C'est pas des grosses quantités en termes de NFT. Je crois que c'est 1000 2000 max par collection. Et donc ce dernier artiste, en tout cas, a cartonné auprès d'un certain nombre de collectionneurs et notamment de Whale. Et le mine qui s'est fait à 0.1 Ether. Aujourd'hui, le floor, je sais pas combien c'est maintenant, mais c'était passé à 10 Ether. Donc, 9, ouais. ouais, Franchement, donc, c'est beau, hein, on a regardé tout à l'heure. ouais, c'est super intéressant, c'est top. Après, bon, c'est un gros move, mais ce qui a fait que derrière, en fait, toute la collection a pick up. Alors, il y avait déjà un bon momentum sur cette collection, et en fait, t'as les trois artistes initiaux, en fait, que si tu collectionnes ça, t'as grosso modo accès à tous les drops. Donc en fait, les trois premiers, c'était Claire Silver, Pete Van Harman et je me rappelle plus du troisième, mais en gros, ces trois collections ont juste skyrocketé on the back of that. Donc voilà, de manière générale, il y a Obvious d'ailleurs dans les artistes français. Je sais pas si c'est les seuls, mais en tout cas qui fait partie de la collection avec les Dream Capsules qui ont bien pick up grâce à ce move. Mais en tout cas, c'est top de voir qu'il y a une vraie plateforme REI qui était un petit peu moins sur le devant de la scène, qui redevient en vogue et qui attire un petit peu les collectionneurs. Donc c'est top de voir ça, quoi. Voilà. Yes. Donc, et du coup, sur cette note, moi, je vais laisser la place à Samy qui va vous épauler pour les interviews de nos deux invités d'aujourd'hui. super. Merci, Normandie. Et on se retrouve la semaine prochaine pour NFT Paris, surtout. Yes. Je vais dormir pour être au taquet, là. Ouais, et repose-toi, hein, Normandie, parce que j'ai entendu Grog Radio va annoncer un événement bientôt. Et après, bon, t'as le Rec Show vendredi prochain. Donc, en tout cas, j'ai mes rugs, repose-toi, mon ami. J'ai mes Dollar Rug, j'ai mes Rug Genesis, donc n'hésite pas à faire des grosses annonces, Farok. Moi, je suis prêt, hein, je suis toujours prêt. Toi, t'es quand toujours prêt, j'adore. Et D'ailleurs, c'est mes trop marrant. PFP. Ouais, d'ailleurs, t'as tout là, t'es chaud là. Mais repose-toi bien parce que il y aura une grosse semaine en vue là à Paris. Merci Farok, ouais. Je vais prendre ce bon conseil et je vais revenir de plus belle la semaine prochaine. Voilà, et comme ça, on fera le show le vendredi avec du coup, on a Yes. confirmé Nicolas Julien en plus. Donc voilà, on a déjà c'est bien. C'était très difficile. C'est comme ça que Farok il organise les invités. C'est sur le show directement. Exactement. Et donc les gars, donc on est ravis d'accueillir notre premier invité. Donc c'est Laurent Castellani
Donc, Laurent, qui est photographe, qui nous a tout à l'heure donné cette très bonne musique, ce très bon son que Farok a mis en intro. Et Laurent, ben, les gars, c'est tout simplement le photographe star de Super Rare en ce moment. Il casse tout. Laurent, est-ce que tu es avec nous? Est-ce que tu nous entends? Ouais, je vous entends. Oui, Ah, c'est bien. GM. Désolé. Ouais, salut. Ça va? Ça va bien, ça va bien. On t'entend un tout petit peu loin, mais j'ai mes AirPods. là, alors, c'est bon, t'inquiète. Ouais, après, je suis dans mon studio, c'est assez grand, donc Là, il c'est y a un peu parfait. d'écho. Donc, bah, vous me dites si. Bah, faut que Laurent, j'aille écoute, m'enfermer. on est ravis de te recevoir. On aime Merci de beaucoup ton l'invitation. travail. C'est vrai qu'en ce moment, tout le monde parle de toi. Ah. On a vu tes collections, on a vu Zénith, on a vu Ouais. Fragment, Ouais. donc Super Rare, l'Open Edition. Donc franchement, bravo pour tout ce que tu fais. Il y avait aussi Merci. ta première série, Mulholland Drive, Ouais. qui avait été au Fine Art Awards en 2018. Il y a ta série Rebalance, Oui. donc, qui était chez Google, c'est ça? Enfin, donc, ça, Ouais, c'est exposé en Californie au siège de Google. fort. Mm. Donc superbe. Après, Laurent, bah, j'ai vu que tu étais basé à Nantes. Oui. J'ai vu que que toi, t'avais pas eu de problème avec le Covid, que tu sortais pas trop de chez toi à ce moment-là, en fait. C'était Ouais, très bien. alors, ouais, après je l'ai eu 3 fois le Covid, hein. Après, le premier a été violent, hein. Je suis Ah, resté pareil. 8 mois au pieu. C'était un Terrible. enfer. Un enfer. Franchement, 2021, c'était l'angoisse. En plus, j'avais un fils qui avait 3 ans à ce moment-là. Ah ouais, J'ai toujours mon fils, mais il avait 3 ans à ce moment-là. Et c'était une galère parce qu'il était derrière la porte. Papa, tu sors et tout. Et c'était hyper dur à vivre, quoi. C'était vraiment, vraiment hyper chiant. Mais j'ai la pêche. C'est cool. Et Je suis revenu. bah, Voilà. parfait. Et peut-être juste sur ton style, j'ai lu un truc pas mal tout à l'heure. 3 axes ressortent sur le style de Laurent. La beauté en portrait, la macrophotographie de matière organique, peau, matière, fruits, et la nuit de Lynch, des portraits de plein-pied ou crop de nuit dans une atmosphère sombre et à la fois colorée, onirique. Donc, avec une attirance pour le minimalisme. Donc, Laurent, on a l'impression que tu as trouvé un style Ouais. qui ressort de plus en plus là sur tes photos. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ton parcours? Depuis quand est-ce que quand est-ce que tu as commencé les NFT? Alors, plus loin, on va dire, sur le parcours, j'étais DA Web avant, j'ai travaillé pour que pratiquement toutes les marques de luxe qu'on peut connaître, c'est-à-dire Chanel, Dior, Saint Laurent, etc. En Ouais, tant que DA Web au départ. ouais, bien sûr. J'étais graphiste, je faisais même des animations Flash. À l'époque, il y avait Flash qui existait. Là maintenant, c'est Adobe Animate. Donc j'ai fait beaucoup de graphisme, en fait, de DA, etc. Après, je me suis mis à la vidéo surtout. Donc là, j'ai sorti un film pour Bose, Bang & Olufsen, etc., qui ont été repris par les marques. Ouais. Et tout de suite, derrière, je me suis aperçu que c'était très compliqué à produire. Si tu n'as pas de maison de production derrière toi, tu dois claquer énormément d'argent pour t'autoproduire. Ouais. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, oula, quand j'ai vu comment j'avais claqué en 2016, j'ai dit là, on arrête tout. On va se servir du bouton qui est au-dessus parce que je filmais en fait avec un 5D Mark III. Et en fait, je me suis dit, mais c'est quand même un appareil photo. Appuie sur le petit bouton qui est en haut à droite et fais des photos quand même. Et du coup, j'ai commencé à faire des photos hyper tard, hein, en 2016-2017 seulement. Hein. Donc, Avant, tu n'étais pas photographe, quoi. En fait, non. Avant, en fait, je travaillais pour des marques de luxe. Je recevais des films. J'ai travaillé pour Chanel de 2013 à 2020, mars 2020, où justement le Covid a un peu bloqué tout ça. Chanel a arrêté pas mal de campagnes digitales. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, là, il est temps pour toi de faire le virage. Mais tu étais de l'autre côté, en fait. Tu recevais les photos. Ouais, voilà, tout à fait. Donc, si tu veux, j'ai un œil qui a travaillé pendant toutes ces années-là en tant que DA Web. Et en fait, quand j'ai pris l'appareil photo, j'étais prêt. En fait, j'étais prêt pour les films, j'étais prêt pour la photo. Mais j'aimais moins mes photos que mes films au départ. Et du coup, je me suis mis à la photo. Ça a commencé à marcher en 2018. J'ai eu un agent, j'ai eu pas mal de boîtes de prod qui m'ont appelé. J'ai mon agent qui est dans le 6e sur Saint-Germain. Qui a une galerie lui-même, la galerie Madé, il s'appelle Madé Taouza. Et à partir de là, j'ai commencé à croire un peu en mes photos, grâce aussi à la photo de Mulholland Drive, justement, qui a cartonné à ce moment-là. Je l'avais balancé c'était Somewhere Magazine qui l'avait repris. Et là, Netflix Los Angeles m'a contacté, en fait. Ils m'ont carrément balancé un mail en disant, voilà, on a vu votre photo Mulholland Drive. On veut vous voir à Los Angeles dans 2 jours, on travaille sur une série, on vous veut dessus, quoi. Magnifique. Et là... Mais cette photo, Laurent,
c'est le pont de l'île de Ré qu'on reconnaît. Pas du tout. En fait, c'est le pont de Cheviré à Nantes. Alors, c'est vrai que je suis agoraphobe et donc du coup, pendant des périodes de ma vie, je pouvais pas m'éloigner fait de Nantes. Mais c'est pour ça que je parlais du Covid tout à l'heure. Oui, voilà. Alors, ça m'a pas du tout dérangé parce que je suis parfois resté jusqu'à 1 an chez moi sans sortir, sans prendre la porte à ce point-là, chez moi. Oui, à ce point-là. Donc, du coup, j'ai eu ce problème-là qui fait que le Covid m'a pas du tout dérangé. J'étais complètement dans mon élément et en plus, je FaceTimais des mannequins dans le monde entier. J'ai fait plus de 50 mannequins dans le monde entier où on faisait des photos à distance. Bref, c'était quand même assez intéressant. Et du coup, j'avais fait une interview Combini là-dessus. J'ai fait une interview pour West France, etc. Enfin, tout le monde s'est un peu intéressé à mon cas parce que j'étais quelqu'un qui faisait des photos sans voyager en restant chez lui. Et mais ça se fait des photos à distance via FaceTime, alors qualité, tout ça. Enfin, la qualité, c'était un peu du bricolage, si tu veux. Mais c'est un genre un petit peu en fait que tu as. Ouais. Alors, il y avait un Italien qui s'appelle Alessio Albi, qui n'est pas dans les NFT, qui est très connu en Italie, qui a plus de 700 000 followers sur Insta. Bon, moi, j'en ai 100 000, tu vois, c'est pour te donner une ordre d'idée. Le mec est très, très, très connu et c'est lui qui a lancé ça en fait en Italie. Et j'ai été le premier Français en fait à le faire derrière. Et du coup, là-dessus, tout le monde a suivi en fait. Les mannequins me contactaient directement, puis des mannequins incroyables que tu n'as pas normalement dans la vie de tous les jours parce qu'elles sont prises. Tu sais, elles sont entre Londres, New York, nanana. Donc il y avait des nanas incroyables qui me contactaient sur Insta en disant ouais, vas-y, je veux essayer et tout. Et oui, donc coup, tu nous dis que tu as les WhatsApp et les numéros de téléphone de tous les plus grands mannequins du monde, en fait. Ouais, à peu près, ouais. Oui. Bah, c'est normal dans mon métier à un moment donné de les côtoyer, de recevoir des demandes. Du coup, c'était vraiment une année finalement assez sympa, 2020, malgré qu'on soit confiné. Pour moi, je me suis éclaté. 2021, un peu moins sympa. Et après, j'ai commencé la NFT justement sous Covid. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai commencé à me faire chier chez moi, pardonnez-moi l'expression, et je me suis dit, il faut que je fasse vivre mes photos d'une autre façon. Il faut aussi que je vois si ça peut marcher. Et j'ai commencé, et j'étais pas sur Super Rare au départ parce que ça a été compliqué en fait. Et finalement, je suis arrivé sur Super Rare que cet été en fait, enfin été 2022, à partir de juillet-août. À partir de là, j'ai pas vendu beaucoup, mais là, j'ai vendu 12 en moins d'un mois et demi, quoi. Ah ouais, bien sûr. Et rien que samedi, dimanche, là, j'en ai vendu 4. Donc, Guy Morcal me contacte, me dit, enfin, on échangeait, et il me dit, écoute, je vais pas t'en prendre une, je vais t'en prendre 3. Donc, du coup, là, il m'a donné un gros coup de boost. Donc là, c'était vraiment cool. Et puis derrière, Bud Fox, qui lui, habituellement, achète que du dégène, tu vois, c'est quelqu'un qui est un CryptoPunk, etc. Et Guido et Emanuele Ferrari avaient déjà contacté Bud Fox et tout. Il avait toujours refusé d'acheter des NFT photos. Et je suis le premier qui l'a acheté en NFT photo. Donc je suis assez fier de ça. Parce que j'ai, si tu veux, fait switcher quelqu'un qui était dans le dégène à mort pour enfin aller sur de la photo, tu vois. Donc faire switcher quelqu'un du PFP à la photo, c'est toujours c'est pas facile. Toujours une fierté. Ouais, c'est pas facile. Hein. Mais donc, mais voilà, après, ce qui est très fort, c'est que j'encourage tous nos auditeurs à aller regarder tes collections sur Super Rare, OpenSea, on mettra les liens. Mais c'est vrai qu'on reconnaît très bien ton style avec la macro, les plans de près. Il y a quelque chose qui saute un peu aux yeux. Et ça, c'est quand même, ça c'est top. Et c'est quelque chose qu'on avait aussi sur les premiers photographes photos, NFT. Justin Naversano, plusieurs plans comme ça où on avait un style très marqué qui ressortait et on pouvait les identifier assez bien aussi. Ça, c'est un peu ce que j'aime en fait dans la plupart des collectionneurs qui m'achètent, me disent on reconnaît tout de suite une photo à toi. Et ça, c'est assez cool. Et il n'y a pas que qui le disent, ils le disent aussi sur Insta. Et du coup, ce qui était cool aussi, c'est mon free mint. J'en ai pas parlé, mais bien sûr. En fait, j'ai fait le free mint que j'ai appelé We Are Dreamers. C'est une fille d'ailleurs qui était même pas mannequin en fait que j'ai fait venir. Elle était de Rouen, je crois. Elle voulait shooter avec moi. Elle est venue. Donc là, toute l'après-midi, elle a la tête dans l'aquarium. Venir à ton atelier en fait. Voilà. Et toute l'après-midi, elle a passé la tête dans un aquarium, quoi. Et du coup, la pauvre. Et donc, elle n'est pas venue pour rien. Elle n'est pas venue pour rien. Elle était super contente. Elle a fait 4 heures de bagnole et toute l'après-midi dans l'aquarium. Et du coup, ce qui était marrant en fait avec ce free mint, c'est que j'en parlais à Carignano qui a été le premier à m'acheter. Alors c'est un Berlinois, Carignano. Il m'a acheté deux pièces au départ. Et en fait, on parlait de ce free mint et il m'a dit sacrifie une pièce forte et tant pis, voilà, et tu l'as fait gratuit et puis tu
tu vois si ça suit derrière. Et le truc, c'est que je me donnais 1 an pour faire minter 10 000. Et en fait, ça a pris moins de 24 heures. C'est vrai qu'en fait, j'ai minté en fin de journée. Et le lendemain matin, en me levant, c'était sold out en fait, sur 10 000. Et du coup, j'étais partout dans Twitter. J'ai trouvé ça incroyable. Et je me suis dit, là, il y a une puissance que tu n'as pas du tout sur le marché réel, en fait. Tu peux pas, surtout moi qui voyage pas, je peux pas aller montrer ce que je fais, tu vois, comme ça. Alors que là, c'était un moyen de m'exprimer qui était génial, quoi. Ah, Et mais donc, c'est extraordinaire. Non, mais voilà, donc, tu as tiré profit à fond de l'open edition. ouais. Parce qu'il y en a eu beaucoup, mais aussi, je pense que les gens ont reconnu aussi ton style. Je pense que ça a J'espère. Ouais. J'espère. En tout cas, ce free mint avait super bien marché. Donc là, une première open edition sortira jeudi prochain. Ouais. On va voir ce que ça donne. C'est vrai que j'étais plus sur les one-one depuis 3 mois. J'ai pas sorti d'édition depuis 3-4 mois, je crois. Donc c'est Fragment alors, c'est ça? Ouais, ça va être Fragment qui était en fait ma Genesis super rare en fait, qui était à 5 Ethers au départ. Et du coup, c'est vrai que je suis monté très fort à des floors très hauts. En fait, dès le départ, ma politique c'était d'être quand même assez haut dès le départ, de pas commencer trop bas non plus. Mais finalement, j'ai commencé à 0,35 je crois sur Foundation et je suis arrivé à 10 sur Mulholland Drive il y a quelques semaines. Donc c'était plutôt cool. Après, j'avais pas cette envie, tu sais, il y a beaucoup d'artistes qui disent bon, je vends à 3 puis après je vends à 4 mais je redescends plus. Tu sais ce que je veux dire, ce côté crescendo où ils veulent jamais revenir en arrière. Un effet de cliquet, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, ben moi si tu veux, je suis pas trop d'accord avec ça. Je pense que il y a des pièces qui sont plus fortes que d'autres. Il y en a qui te tiennent à cœur plus que d'autres. Il y en a que tu veux pas laisser partir parce que tu te dis non, celle-ci c'est une partie de moi, c'est une partie de ma vie. Ou si je la laisse partir, c'est à tel prix et pas en dessous. Et donc, c'est ce qui explique qu'il y a eu un APH à 10 et que derrière, j'ai quand même vendu 3 x 3 à Guinercal, tu vois. Ah ouais, super. Par exemple, tu vois. Bon, après, derrière, Budfuck, ça a suivi à 4, mais si tu veux, je suis pas du style, ah, j'ai vendu à 10, je vends plus rien en dessous de 10. Non, c'est faux. Cette pièce-là était vraiment forte et voilà. Donc après, l'avenir nous le dira s'il faut que je monte, mais quand on vend une vingtaine à 3 en quelques mois, à un moment donné, il faut monter parce que j'ai pas envie d'inonder le marché non plus, en me disant, voilà, j'ai 50, 100 collectionneurs sur Super Rare, c'était pas l'idée non plus. Donc l'idée, c'est de se faire quand même un minimum de freiner quand tu sens que ça va trop vite. Bien sûr, non, mais tu as raison de faire attention à tes collectionneurs et à la supply. Et donc, et aujourd'hui, donc tes projets, donc c'est l'open edition là qui sort. L'open edition, les one-one toujours. Donc j'ai un PDF que j'actualise, que je donne à certains collectionneurs et à ceux qui en m'ont passe en fait. Et eux ont le choix en fait. Ils ont tout simplement le choix de mes photos. Après, j'attaque, pardonne-moi l'expression, un peu par les deux bouts de la lorgnette. C'est-à-dire qu'en fait, j'en laisse à disposition sur Super Rare pour ceux qui me connaissent pas, qui vont arriver, qui vont tomber sur mon compte ou quoi. Et j'en ai où j'ai un PDF où je leur envoie, je leur dis voilà, vous avez le choix, il y a pas mal de pièces et c'est eux qui choisissent et je mint à la demande. Donc en fait, j'ai vraiment les deux possibilités et je vois bien que c'est cool de minter à la demande comme ça en fait. Très sympa. Je trouve ça beaucoup mieux parce que la collectionneur. Mais ça fait que toi, tu as un contact préalable en plus avec le collectionneur. Ouais, tout à fait. Et moi, j'aime bien ça. En fait, je connais tous mes pass-holders aujourd'hui personnellement. Tu vois, c'est pas impersonnel. On a tous échangé, on se connaît bien. Dans mon Discord, j'ai 4 collaborateurs qui m'ont acheté. Tu vois, et avec qui j'échange dès que j'ai des questions. Enfin, tu vois, je suis pas tout seul. Je fais pas de trucs dans mon coin. Et je pense qu'on a tous beaucoup de questions à se poser. Et combien on fait de supply? Et est-ce qu'on fait des one-one? Et est-ce qu'on fait des open editions? Est-ce qu'on fait une édition limitée? Combien? À quel prix? On a tous des milliards de questions et je suis aidé pour ça parce que vraiment, j'ai pas les réponses à évidemment, non, c'est vite complexe. C'est aussi ce qu'on essaye de faire ici, tu vois, un petit peu expliquer ce qui se passe, expliquer les royalties, évangéliser, mais parce que c'est vrai que, et aussi pour les artistes, pour les collectionneurs et pour les artistes, parce que ça fait quand même beaucoup de paramètres, et tu as raison, il faut se faire aider, il faut et profiter de la communauté aussi. Mais je pense que sur Discord. Comment? J'ai pas entendu. Ta communauté sur Discord t'aide et t'as l'écoute. Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. J'ai pas beaucoup de monde. Enfin, je crois qu'il y a plus de 500 personnes qui sont rentrées au moment du free mint.
Je crois que la moitié est partie parce que du coup, il y a eu le bear entre-temps. Du coup, ça a fait fuir un peu tout le monde. Ouais. Mais je crois qu'on est 265 actifs à peu près. Maintenant, ça reste assez mort en fait quand je fais des annonces. J'ai pas énormément d'interaction, mais pour autant, les collaborateurs, eux, sont là et on a un channel privé où on parle, nous, assez régulièrement, par contre. Ah, Voilà. trop cool. Et j'ai besoin de ça, en fait. J'ai besoin d'échanger parce que je pense qu'au-delà de l'artiste, entre guillemets, il y a, je parle pas forcément de moi, je parle de l'artiste avec un grand A et Bien sûr. tous les artistes qui se reconnaissent ou NFT. On a aussi une question de stratégie. On a ces questions-là. Qui on est, nous, derrière? Ouais. Je pense que c'est tout aussi important la personnalité de l'artiste que l'art en lui-même, que ce qu'il produit, si tu veux. Tu peux pas rester uniquement sur des photos. Tu vois, si quelqu'un fait un truc exceptionnel mais que c'est un gros con, bah, c'est plus compliqué de se vendre, Ouais, entre bien sûr. guillemets, tu vois. Ça dépend aussi de ça. Si t'es plus humain, voilà, il y a aussi de ça. Il y a aussi beaucoup de collectionneurs qui achètent des artistes parce qu'ils sont cool, parce qu'ils s'entendent bien, parce que, je sais pas, moi, ils ont bu des verres ensemble, j'en sais rien, mais en fait, il ne faut pas négliger aussi le rapport humain qu'il peut y avoir entre un collectionneur et l'artiste, quoi. Évidemment. Est-ce que tu as prévu prochainement d'exposer dans des expos, des galeries? Ouais, alors j'ai 2 expos de prévues. J'en ai eu Ok. à Arles, qui est un peu la capitale de la photo, en juillet. Donc ça, c'est mon agent qui a pris une galerie et qui va m'exposer à ce moment-là. Et tu Et du exposeras des NFT ou... Alors lui, il est pas encore, il est un peu ancienne école, hein. Les NFT, c'est pas encore son truc. Pourtant, je lui ai dit, va à la NFT Factory, va voir Barbara de ma part, et puis Va voir famille. Ouais, super. voilà. Yo, yo. Voilà. Non, parce que du coup, je suis pass holder de la NFT Factory depuis un moment, et j'ai échangé un petit peu avec. Moi, c'est avec Barbara, moi, que j'échange, donc voilà. Du coup, j'avais exposé à la NFT Factory. J'ai Hong Kong, en fait, pendant le Art Basel, le Cool. 23-26 mars, où là, par contre, j'ai déjà vendu la pièce. Alors ça, c'était assez marrant parce qu'en fait, Art Innovation Gallery me contacte pour que je mette une pièce sur un écran qui fait de 70 mètres en plein Hong Kong, sur 20 mètres Wow. Ouais, c'est immense, hein. Sérieux? C'est colossal. Du coup, Wow. 70 mètres sur 20 70 mètres. mètres. Ah oui, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Il y a C'est plus grand un que les million de écrans reach par jour. C'est des écrans à la Times Square, en fait. Enfin, c'est un truc immense. Ah ben, il y aura Times Square, ça c'est sûr. En fait, j'en fais 4. Il y a Miami, Milan, là Hong Kong et Times Square. Donc je ferai à mon avis les 4 dans l'année. Donc j'ai contacté la fille, on a signé le contrat, etc. pour la pièce qui sera Qui est-ce qui te propose ça, exposée. alors? Elle s'appelle Francesca. Ok. Et du coup, elle m'a contacté après ma vente à 10, bizarrement. Ouais. Tu les vois arriver. Et du coup, elle me contacte, elle me dit voilà, j'aimerais exposer pendant le Art Basel du 23 au 26 mars. Voilà, on a un écran de 70 mètres sur 20 mètres, donc je lui ai envoyé la pièce, elle me dit j'adore. On signe le contrat, et puis Bud Fox me l'achète 3 jours plus tard, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, Wow. elle est vendue avant d'être exposée. Ah Donc ouais, ça, c'est un peu la classe à Dallas, je suis hyper content de ça. Tu vois, super. je suis arrivé, bon voilà, on expose le truc, et ce qu'il y a, c'est que tu as 1 million de piétons Ouais. par jour, Ah ouais, non, qui mais là, passent devant le va truc. Enfin, le dépasser reach est monstrueux. ça va Et je crois dépasser qu'on les 10 000 de l'Open Edition, et là, ça va faire mal. Là, c'est complètement dingue. ouais, Mais c'est en très plus, je très trouve que cool. c'est les proportions qui sont dingues. Ça va être sur un portrait? En fait, j'ai été obligé, si tu veux, de choisir une photo qui était obligatoirement panoramique. Bah, Et par oui. contre, la photo qui sera dans l'écran ne peut pas être la photo NFT, puisque effectivement, c'est ultra panoramique. 70 par 20, Ouais. si tu veux, c'est un tiers d'une photo panoramique normale. Ok. Donc en fait, j'ai été obligé de lui faire 2 trucs. Ok. J'ai minté, alors elle est en train de demander son espace sur Super Art. Tu sais, il y a des espaces de galerie, ils sont obligés de faire la demande, et ça prend du temps. Donc elle n'a pas pu minter sur sa galerie, donc elle m'a demandé de minter sur le mien. Mais effectivement, ma pièce mintée n'est pas la même que celle qui va passer à l'écran, puisque l'écran est vraiment avec des dimensions très très spécifiques. Et donc j'ai fait, si tu veux, un crop de ma pièce NFT en mettant ce qui avait de plus important dans la pièce pour pouvoir la faire passer sur le mur. Donc il y aura ça. Ah, mais c'est génial. Et puis une autre exposition encore en septembre. Et là, ce sera à Saint-Germain-des-Prés à Paris, dans la galerie de mon agent. Waouh. Ouais, écoute, Laurent, merci beaucoup. Merci beaucoup. On est ravis de t'avoir eu dans l'émission. Franchement, moi, j'ai hâte de voir sur Twitter, sur les réseaux sociaux,
l'exposition de tes pièces sur ces écrans géants. Ça, je pense que ça va être extraordinaire. Oui, il y aura des photographes, du coup je les posterai sur Twitter. Il y a des gens sur place qui vont prendre des photos, des vidéos, donc ça va être assez cool. Ouais. Bah, génial. Et écoute, sinon, on encourage tout le monde à aller regarder ton travail qui est vraiment génial. Et surtout, à aller sur ton Open d'édition qui est lancé le. Donc jeudi 23. Jeudi 23, jeudi prochain. Super. Voilà, c'est ça. Écoute, on en reparlera vendredi prochain lors de notre comptoir Web3. Super. Okay. Écoute, merci beaucoup de l'invitation. C'est avec grand plaisir. Et on te dit à très bientôt. Salut merci. Laurent. Salut. Alors, Samy. Salut les gars, yo. Salut. Comment ça va? Salut Brian. On commence sur l'hymne. Ah bah voilà. The Champions. C'est marrant, il y a du français là-dedans. Attends, je te la joue, Samy. Tiens, attends, avant que ce soit nous passe là. Ah, j'adore ce son. Du coup, d'autotune un petit peu sur ta version. Brian, il y a pire comme musique d'entrée quand même. Magnifique l'intro. Très, très, très bien choisi, Samy. Franchement, tu gères. Avec plaisir. Je t'ai pas demandé ton son. Normalement, on demande le son, mais je t'ai pas demandé le tien. Je me suis dit que ça serait celui-là. Ouais, c'est parfait. Mais Nico, justement, quand il veut se faire introduire à une conférence, il veut que ce soit ce son-là. Et un de nos plus gros collectionneurs chez Sorare, il s'est marié dans l'allée dans l'église. Il a mis ce son-là, quoi. Bon, il est un peu obsédé par le foot, mais c'est marrant. T'as pas le choix, quoi. Salut tout le monde. Bienvenue Brian. Samy, on est ravis que tu sois là aussi. On fasse plus souvent et on est ravis. Ça fait très longtemps qu'on voulait interviewer Brian, qu'on voulait parler de Sorare parce qu'on a plein d'auditeurs qui nous parlent de Sorare, qui en fait ils nous en parlent. C'est pas vraiment la question, c'est que souvent ils connaissent aussi dès qu'on parle du Web3, des NFT, ils nous parlent de ça et on voulait l'aborder sous cet angle Web3, aller un petit peu plus loin, raconter un peu cette success story et surtout tous les projets là dont on entend parler sans arrêt avec les nouveaux pays, les nouveaux sports. Donc on a vraiment plein de choses. Et donc vas-y Samy, je t'en prie. Ouais, grosse actu. Pareil, je suis hyper content de t'avoir, Brian. Merci beaucoup d'avoir accepté. Avec plaisir, les gars, pour l'inviter. Avec grand plaisir aussi, c'est cool. Si tu veux, je vais te présenter rapidement pour encore celles et ceux qui connaissent pas encore. Donc, mesdames et messieurs, Brian O'Hagan, gros speed chez Sorare et qui est en charge du développement de la commu, si je dis pas de bêtises. Tu as rejoint du coup le projet tout au début avec Nicolas Julia. Tu nous raconteras un petit peu comment t'as rejoint le projet d'ailleurs, mais avant ça, j'aimerais bien que tu me dises un petit peu comment et quand t'es rentré dans le space, parce que messieurs Farok et Nico, je crois qu'on a affaire à du gros OG là. Ah, c'est bon ça. Ouais, je suis rentré dans le space. La toute première fois que j'ai découvert Bitcoin, c'était en 2011, mais c'était en mode. Très early 2011, dis donc. Ouais, mais j'ai dismiss le truc parce que j'étais avec des copains qui voulaient acheter de la bœuf sur Internet et voilà quoi. Donc j'ai découvert Silk Road, Bitcoin et j'étais là genre drug money, tu vois. Ouais. Et ensuite, non, en fait, en 2014-2015, je me suis un peu plus intéressé. Et à l'époque, à Paris, il n'y avait pas beaucoup d'endroits, il n'y avait pas encore une grosse commu, quoi, mais surtout, j'ai traîné pas mal avec les gens de la maison du Bitcoin, avec les gens qui ont lancé Ledger, donc Éric Larchevêque, Manuel Balland, tout ça. Il n'y avait qu'un seul endroit d'ailleurs, c'était ça, non? Ouais, c'était l'endroit principal, quoi. C'est-à-dire que si tu étais un builder et que tu voulais rencontrer d'autres builders et que tu voulais un peu parler de tech,
de comment les choses se développaient, d'autres chaînes que Bitcoin, etc. T'allais à la maison du Bitcoin, en fait. C'était l'endroit où tout le monde se retrouvait à Paris. Donc, j'ai traîné par là. Et puis, en fait, j'ai commencé à travailler là-bas. J'avais lancé un podcast à un moment sur le Bitcoin, enfin sur les cryptos plutôt. Et puis j'ai rejoint l'aventure. Et donc, c'était le moment où, en fait, la maison du Bitcoin et Ledger commençaient à se splitter. Donc c'était en début 2017 et voilà, donc j'ai C'était pu une faire seule le et même bull run. entité d'ailleurs. Excuse-moi. Comment? C'était une seule et même entité, Ledger, Ouais, maison du c'était une seule et Bitcoin. même entité, exactement. En fait, à cette époque-là, le Ledger était en train de boomer parce que c'était le moment où il y avait le premier gros bull run un peu mainstream. Et puis, il faisait une série B, il levait des fonds. Et d'un point de vue, je dirais, réglementaire, c'était plus intéressant pour eux de séparer une entité qui, d'un côté, vendait du Bitcoin et de l'autre côté, faisait de la sécurité. Donc, il y a eu une séparation des entités. Et puis, voilà, la maison du Bitcoin, c'est devenu un spin-out avec sa propre équipe. Et donc, moi, j'étais un peu dans l'équipe du début de la maison du Bitcoin V2, qui est devenue CoinHouse. Et moi, j'ai fait ce choix-là parce que en fait, je voulais rencontrer un max de monde, je voulais traîner avec des gens qui étaient intéressés par où ce space allait, qui construisaient des choses on top de ce space. Et en fait, c'est comme ça que j'ai rencontré Nico Julia et Adrien Montfort qui ont lancé Sora, puisqu'ils on a organisé ensemble, je pense, le premier meet-up NFT à Paris en 2018. Ah ouais, ok. Et Waouh, premier ouais. meetup NFT, donc super early, 2018. Bah, je sais Ouais. pas Attends, mais si tu vois, moi, c'était quoi comme NFT à cette époque? en fait, moi, je sais. Alors, C'était sur Ethereum? ouais, bah en fait, donc il y a eu 2017, il y a eu 2007 avec CryptoKitties, etc. Donc moi, je me souviens d'avoir regardé le truc à l'époque en mode, je comprends pas pourquoi les gens ils collectionnent des chats pour $5000 sur la blockchain, quoi. Et Surtout qu'après, il y a eu une supply. C'est plus tard que la supply est devenue dingue sur les CryptoKitties. ouais, enfin, il y a eu un peu ces 3-4 jours où tout le monde en parlait parce que voilà, le réseau était complètement saturé avec toutes les transacts CryptoKitties. Et puis, suite à ça, il y a eu beaucoup de réactions, des gens très smart qui trouvaient ça très intéressant, des gens qui trouvaient ça très bête aussi. Moi, je savais pas trop quoi penser. Et en fait, bon, j'ai pas trop creusé le sujet non plus. Je voyais que de temps en temps, ça revenait un peu dans mon feed, tout ça. Donc, bon, je trouve ça. Voilà, je regardais ça de loin. Et puis, en fait, j'ai eu une rencontre avec Nicolas Julia à l'été 2018, qui m'a pitché Sora à ce moment-là, qui est le même pitch qu'aujourd'hui. Et pour moi, c'est la première fois que j'ai compris en fait les NFT. Et je me suis dit, mais ok, en fait, il me l'a pitché, j'ai compris. Et puis, quand il me l'a pitché, il m'a dit, je veux faire un meet-up sur le NFT. À l'époque, le terme NFT n'était pas vraiment encore un terme qui était totalement développé, c'est-à-dire que lui, il appelait ça des crypto goods. Donc, on a fait un meet-up sur les crypto goods, et qui est sur YouTube d'ailleurs. Et en fait, on avait invité, donc on avait Dapper qui était là, on avait Sorar, on avait Decentraland et on avait nonfungible.com. Et ça s'est déroulé à la maison du Bitcoin, donc en début septembre 2018. Et je pense qu'on avait 30 personnes dans la salle. C'était vraiment. Dapper, ils sont aux États-Unis. Ouais. Mais ils étaient là, donc ils étaient à Paris à ce moment-là. Ouais, la head of product de Dapper était là. Cool. Elle faisait un peu un roadshow en Europe. Et eux, ils parlaient de CryptoKitties et puis ils commençaient déjà un peu à travailler sur NBA Top Shot. Donc en fait, ça a été fondateur pour l'histoire de Sora. Ce meet-up, moi, ça a été fondateur dans la rencontre, mais non, parce qu'en fait, Nicolas et Adrien, ils ont vu les NFT fin 2017 et ça a vite germé dans leur tête que, ok, ça, c'est un moyen de créer de la rareté numérique. On va associer de l'IP, de la propriété intellectuelle de sportifs, parce que voilà, les êtres humains ont toujours collectionné aussi des cartes de sportifs, en tout cas sur ces 100 dernières années. Il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas en ligne. Mais la beauté du truc, c'est que voilà, ces cartes numériques, on peut les utiliser dans des jeux, on peut les utiliser online, on peut en faire d'autres choses que des simples collectibles. Et c'est ça toute la vision de Sora. En fait, c'est le collectible, c'est la point de départ, mais en fait, c'est de dépasser carrément le collectible et donner de multiples utilités à l'item en tant que tel.
Et ça, donc dès le début, tu dis que dès le début, ça a été la volonté du coup du crew Ouais. d'avoir des cartes qui aillent au-delà de la plateforme, quoi. Ouais. En fait, dès le début, quand ils ont commencé à build le truc, ils se sont dit il faut qu'on build une marketplace. Il faut qu'on ait notre propre marketplace. À l'époque, OpenSea, c'était tout petit. Il y avait, je sais pas, 5000 personnes qui tradaient sur OpenSea. Donc, eux, ils voulaient avoir leur propre marketplace. Ils voulaient que la marketplace soit tout de suite connectée à un jeu. Donc, ils ont d'abord créé une marketplace. Ils ont commencé à faire quelques drops. Et ensuite, ils ont construit le jeu on top. Mais voilà, dès que la marketplace était live, le jeu était déjà en construction. Donc tout de suite, il y a eu cette volonté de cartes qui sont utilisables dans un jeu, qui est le jeu de Sorare, le jeu de fantasy de Sorare, et à terme utilisable dans plein de jeux et retradable dans plein de marketplaces. Ok, d'accord. Et donc pour revenir un petit peu pour celles et ceux qui connaissent pas encore Sorare, qui connaissent de nom, ils connaissent pas. Donc rapidement, tu peux peut-être nous en parler. Je peux le dire en 2 mots et je pense que c'est pas assez. Donc je t'invite à développer. Donc Sorare, c'est des cartes Panini on-chain. En gros, tu collectionnes des jeux et tu joues avec. Mais quoi d'autre, en gros? Sorare, c'est ça. C'est en gros c'est des cartes Panini on-chain avec lesquelles tu peux jouer à des jeux de fantasy. Donc on a 3 jeux de fantasy aujourd'hui. On a 3 sports. On a le foot. Là, on a annoncé il y a 2 semaines un partenariat avec la Première Ligue. Par exemple, on a plus de 300 clubs qui sont sur le jeu. Donc, de ce point de vue-là, je dirais qu'on est comme un sorte de EA Sports des NFT. Ensuite, on a la NBA. Donc là, c'est un petit peu différent parce que par exemple, EA n'a pas la NBA. Donc voilà, la NBA, c'est énorme pour nous. Ils sont aussi partenaires d'Aber et de d'autres aux US. Mais gros sport, 3e plus gros sport au monde. Et ensuite, on a la MLB. Et en fait, avec tes cartes Sorare, tu peux jouer aux différents jeux que nous on édite, mais tu peux aussi jouer à des jeux que toute personne pourrait créer en fait, parce que ces cartes justement c'est des NFT, tu peux en faire ce que tu veux. Donc faut un peu voir la vision de Sorare en fait, c'est de se dire la carte c'est un peu un accès. Et c'est un accès à ce que tu veux. Donc ça peut être un accès à effectivement le fait de pouvoir les trader sur Sorare, mais également sur OpenSea, sur Blur, sur ce que tu veux. C'est le fait de pouvoir les montrer sur n'importe quel réseau social qui te permet de justement montrer, display tes NFT, mais c'est aussi le fait de pouvoir les utiliser dans différents types de jeux. Et nous, ce qui nous intéresse, là d'où on parle, le point de départ, c'est le point de départ de gaming. C'est qu'aujourd'hui, dans le monde du jeu vidéo, il y a plus de 100 milliards qui sont dépensés dans les in-game items, puisque le gros jeu vidéo aujourd'hui, c'est le free-to-play. Et la monétisation, c'est tu viens, tu joues, mais tu vas aller acheter mes items dans le jeu. Et nous, le problème à ça, c'est qu'aujourd'hui, tu possèdes pas en fait tes items dans les jeux vidéo, puisque tu possèdes dans Fortnite, tu possèdes une copie de la licence digitale. Et dans Sorare, on essaie de reverse ça en disant, en fait, tu possèdes ton item et tu peux en faire ce que tu veux. Et le fait de pouvoir en faire ce que tu veux, ça apporte de la valeur, puisque tu vas pouvoir l'utiliser dans d'autres jeux. Et donc là, aujourd'hui, on a des gens qui buildent d'autres types de jeux que le jeu de Sorare on top des cartes. Il y a des jeux donc, créés par d'autres personnes externes à Sorare qui utilisent, dans lequel tu peux utiliser les NFT. Tout à fait. Et qui fonctionnent bien, donc sur du foot. Après, ça reste des cartes de foot, donc ça va être toujours des événements, des jeux liés à la carte. Mais on a d'autres jeux, donc on a Sorare Brague, Sorare Mega, Sorare Data, donc assez liés effectivement à l'écosystème Sorare. Pour donner un exemple, donc Sorare Data, ils font d'autres types de compétitions de fantasy. Donc aujourd'hui, la plupart des jeux, enfin tous les jeux même, sont des jeux de fantasy. Mais tu vois, tu as des trucs un peu bêtes que tu pourrais faire, du type un Hearthstone, donc vraiment un jeu de cartes avec différents joueurs où tu donnes un pouvoir à tes différents joueurs. Donc ça, c'est un peu une promesse, si tu veux, de se dire, et c'est un peu la promesse du gaming et des NFT dans le gaming, c'est de se dire, en fait, ces cartes, ces items, ils sont interopérables et où que tu ailles, en fait, tu pourras utiliser ton item que tu as acheté dans un jeu et l'utiliser dans un autre jeu. Et je pense que l'exemple le plus parlant, c'est peut-être parler d'acheter une épée dans un jeu type Diablo et de l'utiliser dans Fortnite, tu vois. Et donc de se dire, cette épée, en fait, je peux l'amener partout où je veux et où que j'aille dans différents jeux, je peux la maxer, je peux l'améliorer et je peux flex avec cette épée.
C'est stylé parce que. On a déjà dit ça. Ouais. Il ne faut jamais oublier que Vitalik a aussi inventé Ethereum dans une soirée de rage où il s'est fait piquer son armure par World of Warcraft alors qu'il avait mis plusieurs années à la construire. Donc en fait, on comprend très 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 bien cette importance d'être propriétaire de ses assets dans un jeu. Ouais, et puis moi je trouve qu'il y a autre chose qui est hyper fascinant avec Sorare, c'est que c'est peut-être aujourd'hui la seule proposition, tu vois, où des personnes peuvent jouer et en parler sans mentionner le mot NFT, tu vois. Donc c'est limite quelque chose qui est assez naturel de se dire que tu joues sur Sorare. Sans pour autant parler de blockchain, sans pour autant trouver des gens qui sont des gros geekos de la blockchain. Et je trouve ça assez ouf en fait. C'est même complètement dingue, Samy. En vrai, moi, je pense que ça a été une communication réfléchie et que avant tout, vous êtes positionné comme un jeu, mais là-dessus, vous avez été très différent sur le marché à ce niveau-là. Ouais, bah en fait, il y a un blog post de Nico Julia, donc le fondateur, en 2018 déjà, sur Medium, où il dit Building a product that. C'était quoi son truc? C'était construire un produit qui explique la crypto pour toi. Et c'était un petit peu sa motivation à lui, c'est-à-dire. Ouais, parce que lui, c'est un vrai OG encore. Enfin, c'est un OG, il était déjà dans la blockchain, entre guillemets, en 2014. Et il en avait marre de devoir pitcher Bitcoin, de devoir pitcher la tech, et il voulait pitcher un usage. Et c'est ce qu'il a fait, en fait. Il s'est dit, bah, je vais construire l'usage moi-même, et je vais essayer de construire un usage qui est ultra entertainment, ultra simple, qui est mass market. Et voilà, il n'y a rien de mieux que le foot pour parler à, je veux dire, un langage universel. Et donc, il a fait ça. Et je pense que nous c'est notre but, en fait. C'est en tout cas, les gens chez Sora et donc les deux fondateurs qui sont crypto native, c'est le but, c'est de créer un produit qui va pouvoir onboarder des millions de personnes sans avoir à mentionner le terme non-fungible token. Parce qu'en fait, tu comprends l'intérêt. Et si ça t'intéresse la technique, si ça t'intéresse la technologie, tu vas creuser toi-même derrière, tu vas écouter Rogue Radio, etc. Mais c'est pas à nous, en fait, de t'éduquer. Nous, on t'éduque à travers le produit. Et après, si tu es intéressé, tu creuses plus loin. Pareil sur Internet. Si tu es intéressé de savoir comment ton Internet fonctionne, etc., tu vas aller creuser toi-même, mais tu n'as pas besoin que Amazon t'explique comment ça marche. Tu te retrouves avec quand même beaucoup, toi qui deal directement avec la commu, tu te retrouves aussi avec un panel de gens assez différents, tu vois. Et c'est assez ouf, tu retrouves un petit peu la richesse d'un écosystème complet, tu vois. Et ça peut être marrant. Comment tu gères ça, toi, d'ailleurs, au niveau quand toi ou tes équipes, etc., au niveau de la commu, au niveau de l'onboarding, au niveau de la compréhension et au niveau du discours que tu tiens à un type de gens face à un autre? Ouais, bah en fait, on a différentes audiences. Tu vois, je pense que quand tu grossis un projet, tu essaies de parler à ces. Enfin, plus le projet grossit, plus tu as besoin que ton audience grossisse. Nous, au tout début, quand on a lancé Sorar, c'était. On essayait vraiment de taper l'intersection de la personne qui était intéressée dans les NFT et du sport. Et ça, c'était en 2018, il n'y en avait pas beaucoup. Après, c'était plus genre crypto, general et sports. Et maintenant, c'est plus sports gaming. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand tu es, je sais pas, fan de FIFA, de Football Manager, de NBA 2K, etc., t'es pas forcément. Il y a encore un peu de réticence sur le terme crypto, sur les termes NFT, etc. Et ça peut faire un peu peur. De la même manière, dans le marché, tu vois, dans la presse, je dirais sport, dans certaines organisations sportives, pas aux US, mais en Europe, il y avait encore de la réticence sur ce qu'est la crypto, est-ce que c'est intéressant ou pas, est-ce que c'est un rug pull or not, tu vois. Et donc, nous, on n'utilise pas ces termes pour cette raison-là. Et on utilise, on assume totalement d'avoir des non-fungible tokens. On explique ce que c'est, mais sur la landing page, tu ne verras pas le terme NFT. Sur nos réseaux sociaux, tu ne verras pas les termes NFT. Mais forcément, c'est corps à ce qu'on fait, quoi. Donc voilà. Donc aujourd'hui, moi, j'ai des gens qui me disent souvent, Sorare, c'est un peu du Web 2.5. Et, et c'est assez vrai, tu vois, c'est-à-dire que tout est on-chain, toutes les cartes sont on-chain, mais l'expérience, en tout cas web, elle est plus Web 2 que Web 3. Bah ouais, c'est le endgame de tout le monde. Je pense que c'est ce qu'on dit tous, tu vois, la factory qui,
par exemple, à la facto, tu vois, on éduque aussi beaucoup de gens, du noob niveau zéro au dev qui essaie de se perfectionner dans un truc. On explique souvent que la blockchain et les NFT seront démocratisés quand on arrêtera d'en parler. Et je trouve ça assez ouf qu'aujourd'hui, déjà, tu as une boîte qui est, du coup, par conséquent, la plus grosse boîte du Web3 en ce moment, et déjà atteint cet objectif, ou en tout cas, soit bien avancé. Donc ouais, complètement. Et je trouve aussi un truc qui est facile, bien sûr, t'as le sport qui te permet ça parce que ça parle à tout le monde. Et je trouve qu'il y a aussi ce truc hyper cool, c'est que vous avez un ancrage avec la vie réelle qui est super fort grâce du coup au sport, bien sûr, mais grâce au partenariat et grâce au deal que vous avez du coup avec ces grandes institutions privées, mais dans le monde réel, quoi. Et je trouve ça assez ouf. D'ailleurs, comment vous avez chopé votre premier contrat? On l'a chopé au culot. On l'a chopé. Alors l'histoire elle est assez simple. En fait, Nico, donc lui, il était le complétateur business. Il était en train de pitcher les différentes institutions footballistiques qu'il pouvait. Qui avait, je sais pas, la ligue ukrainienne, la ligue russe, etc. Et puis en fait, il a eu des contacts à la Pro League, donc la ligue belge. Et puis, il avait un rendez-vous avec le Chief Business Officer de la ligue belge. Et le gars, je pense qu'il s'attendait à un call, tu vois, d'une 30 minutes. Et en fait, Nico, il s'est présenté directement au bureau à Bruxelles. Il a tapé à la porte et puis il lui a pitché en fait Sora. Il n'y avait pas de produit, il n'y avait pas de site, il n'y avait rien. Il avait juste un deck. Et je pense que voilà, le CBO, il a vu qu'il était tellement drivé, il était tellement passionné de ce qu'il voulait faire, qu'il lui a dit, bon, bah, on va te filer une licence, on va voir, je comprends rien de ce que tu fais, je comprends rien de ta techno, de ce que tu veux faire, mais je suis prêt à prendre quelques sous de ta part et te filer les droits d'image des joueurs des clubs. Donc ça a quand même dû passer par un sorte de board de la Ligue belge, mais ils ont accepté. Et c'est parti comme ça, quoi. Après, c'est sûr que la Ligue belge, c'était pas la plus excitante pour raboter du monde, mais c'était la ligue parfaite pour faire un bêta. Ouais. Ok, trop cool. Bah ouais, effectivement, c'est une petite belle histoire, ça. Et d'ailleurs, tu me parles de Ligue belge aujourd'hui, vous avez quand même pas mal de ligues à travers le monde, à travers l'Europe surtout, je pense. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? Parce que je pensais il y a 2 semaines que vous n'avez pas la Ligue 1, mais si, vous avez la Ligue 1 en fait. Non, on n'a pas la Ligue 1. Ah bon? En fait, on a les top 5. On a sur les top 5, on a la Première Ligue, la Bundesliga, la Liga, la Serie A. On n'a pas encore la Ligue 1, malgré le fait qu'on soit français, mais on a 17 clubs sur 20. Donc c'est plutôt pas mal de ce Je côté-là. pensais que vous avez la Ligue 1. Je me suis embrouillé avec un pote qui me disait, mais si, ils ont la Ligue 1, mais si, ils ont la Ligue 1. Moi, je pensais que vous n'avez pas. Donc, ok, d'accord. Merci de la news. Ouais, non, on n'a pas encore. Mais après, je dirais que d'un point de vue licensing, il nous manque plus tellement de choses. On a vraiment pas mal de partenaires. Après, Pour le foot. sur le foot, ouais, sur le foot. Après, on pourrait faire d'autres sports si on s'y mettait. Mais là, on a un vrai enjeu de se développer aux US, de développer les 2 jeux qu'on a sortis récemment qui sont sur un NBA et sur un MLB, parce que c'est des jeux qui sont sortis il y a 4 mois et 6 mois respectivement. Ouais. Donc voilà, on concentre, on build les foundations et on améliore l'expérience. Je pense qu'un des trucs que tu as mentionné, c'est de vouloir créer des ponts entre le digital et le physique. Et ça, je pense que c'est super vrai en fait dans l'idée de partager sa fandom et voilà, le club que tu adores. Donc, comment, en fait, à partir du moment où tu es bon dans l'espace numérique et que tu collectionnes des cartes numériques je sais pas, ADMI Dortmund, comment on peut te récompenser et te montrer une utilité en fait physique des cartes que tu possèdes ou de à quel point tu es bon dans le jeu et du coup te récompenser avec des NFT qui te donnent en fait un accès, qui te donnent une utilité dans le club de ton cœur, avec le joueur de ton choix, etc. Ça, c'est un truc qu'on explore et qui est assez intéressant. Ok, hyper cool. Et du coup, comment s'est passé l'accès au marché US? Et comment ça se passe d'ailleurs toujours? Ça a été la NBA d'abord, c'est ça, ou c'était la MLB? C'était d'abord la MLB, ouais. La MLB pour des raisons de discussion avec eux, que c'était en fait c'était la première ligue avant la NBA même qui a lancé des NFT à l'époque avec MLB Champions, qui est un peu les premiers sports NFT sortis en 2018. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que en fait la MLB ça reste la ligue par excellence, le sport par excellence du collectible. Voilà, il n'y a rien de
plus magique, enfin voilà, le plus gros collectible de sport au monde, c'est un joueur de MLB qui a été vendu pour 12 millions là il y a 6 mois, 1 an. Et voilà, et donc les marques les plus belles d'un point de vue collectif, c'est Topps et c'est MLB quoi, de ce point de vue-là. Donc pour nous, c'était une logique d'aller travailler avec la MLB et aussi de la MLB, c'est une très très bonne rampe de lancement pour les US puisque ça reste peut-être le sport le plus américain qui existe aujourd'hui. Ouais, et puis il y a un passif aussi, c'est-à-dire que dans les, alors je sais pas si c'était Panini, mais ils collectionnent aussi des cartes de baseballeurs à l'ancienne, donc je pense qu'il y a un usage qui est commun, quoi. Ouais, il y a un usage qui est commun, ouais, clairement. Et puis ils sont assez avancés sur leur strat Web3, donc non, c'est pour ça qu'on a commencé avec eux. Et après la NBA, bah c'est sûr que la NBA ça a une audience vraiment qui est globale. Là, récemment on avait NBA Paris et il y a un mois et c'était incroyable quoi. Tout la NBA était venu à Paris et on a organisé plein de trucs et tu vois que c'est quand même une audience qui est très très différente du foot traditionnel et qui est ouais, très moderne, très très cool quoi. Et donc c'était assez chouette. D'ailleurs, ouais, je voulais te demander quelle était la différence, ou en tout cas, c'était quoi la différence entre l'attrait, tu vois, des joueurs et des collectionneurs en fonction des différents sports. Est-ce que tu vois une différence de comportement? Est-ce que au niveau de l'audience aussi? De comportement un peu parce que c'est les jeux qui sont différents mais c'est plus une différence d'audience. C'est sûr que tu vois sur la MLB on a une forte audience américaine et sur la NBA voilà on a eu une adoption européenne qui était plus importante et après par exemple sur la NBA on a pas mal sur l'Allemagne on a pas mal de gens qui jouent à la NBA sur l'Allemagne parce que c'est un sport qui est assez développé là-bas versus l'Espagne où c'est peut-être un peu moins le cas quoi. Donc pour le moment c'est plutôt au niveau des audiences géographiques qu'on voit des différences. Par exemple la NBA au UK ça marche pas vraiment juste parce qu'il y a moins d'intérêt. Ok, d'accord. La prochaine question, ça aurait plu à Normandie, qui est notre Mister Money du compteur 3, parce qu'on va essayer de parler de... Et oui, malheureusement, bon, ben, mais il l'écoutera. Il Il l'écoutera et ce sera une spéciale dédicace. On parle money, cher Normandie. Et je voudrais parler un peu de la valo, du coup, parce que j'entends souvent dire qu'en plus d'être l'entreprise NFT la mieux valorisée, devant Yuga Labs notamment, Sorare, c'est la seule boîte rentable de Web3. Est-ce que c'est vrai? Ouais, enfin alors, je dirais que la question. Il y a la NFT Factory aussi, Samy. On arrive. Exactement. Non, c'était vrai, en 2022. Mais là, on a quand même investi pas mal pour aller chercher la NBA et la MLB, se développer aux US. Donc voilà, après une grosse levée de fonds, c'est normal qu'on investisse pour croître et donc c'est peut-être moins le cas aujourd'hui. Ouais. Ok, d'accord. Mais du coup, comment t'expliques ça par rapport à d'autres boîtes où on entend beaucoup plus de levées en ICO, où on entend beaucoup de montants, que ce soit en crypto ou en fiat? Comment t'expliques qu'une boîte comme Sorare, qu'on entend moins, entre guillemets, puisse dépasser des Yuga Labs, etc.? Je sais pas si on dépasse les Yuga Labs. Je pense que la grosse force en fait du business model de Sorare, c'est qu'on a des contrats exclusifs avec des partenaires sur un segment qui est une catégorie qu'on a créée. Et donc on a, je dirais d'un point de vue des investisseurs, un moat ou en tout cas une défensabilité, je sais pas comment on dit ça en français, mais qui est assez important. Donc voilà, si demain tu veux créer un Sorare-like et que tu veux être partenaire de la première ligue, ça va juste être impossible parce qu'on a une licence qui est exclusive sur cette catégorie de jeu-là. Et donc, ça, de ce point de vue-là, ça reste super intéressant. Donc après, c'est à nous de faire en sorte que la catégorie se développe, que la catégorie soit intéressante pour le plus grand nombre. Et que le space, je dirais, juste du Web3 Gaming soit le plus important possible. Et nous, c'est un peu notre cheval de bataille, c'est qu'aujourd'hui, je pense que le Web3 Gaming, c'est encore quelque chose qui est un peu under... et puis, qui est pas encore très regardé, très, très vu, très apprécié.
Et en fait, moi, la chance que j'ai en travaillant chez Sorare, c'est de voir justement plein d'entrepreneurs qui se lancent là-dedans, qui font des jeux incroyables, qui ont des usages différents. Et voilà, donc j'ai un peu dérivé de la question, mais Non, je c'est pense bon, que on est ouais, bon. l'IP, c'est ça, et la catégorie, le fait d'être category creators. Ouais. Ok. Et au niveau de la. Moi, j'ai une petite question, Brian, c'est au niveau du socle technique là-dessus, je pense que c'est un des points sur le Web3 Gaming. Souvent, on dit qu'il faut une certaine vitesse d'exécution et que les blockchains peuvent, notamment Ethereum, pas forcément s'y prêter en termes de nombre de transactions et de vitesse. Sorare, vous fonctionnez comment là-dessus? Ouais, nous, en fait, on tourne sur un layer 2 qui s'appelle Starkware. Ok. Et donc, on était sur L1 en fait avant sur Ethereum, Ouais. ce qui était un peu compliqué, comme tu peux l'imaginer, surtout en 2021 quand on a Bah migré. Ouais. Donc en fait, à l'été 2021, on a ça coûte migré cher sur- en plus. Ouais, ça coûte C'est un très cher. but. Ouais. Donc c'était clairement un gros problème à l'adoption. Donc on a migré sur Starkware, sur notre propre instance qui s'appelle StarkX. Et on a migré chez eux parce qu'en fait, c'est eux qui ont un peu développé le premier layer 2 basé sur Ouais. des Zero Knowledge Proof, qui est un peu le futur, si tu veux, du scaling sur toute blockchain, pas que sur Ethereum. Et donc, c'est super intéressant. Là, tu as Polygon qui est en train de développer un Zero Knowledge Proof VM compatible Ouais, qui chain. sont censés sortir le 27 mars. Exactement. Ouais. Donc, Et- voilà. Mais vous êtes satisfait de Starkware, ça se passe bien? Ouais, on est satisfait. Après, je pense que c'est bien qu'il y ait de plus en plus d'options Bien sûr. pour les applications, pour pouvoir choisir. Mais aujourd'hui, on est satisfait. Ok, cool. Trop cool. Avant de passer à la dernière question, je voudrais juste demander aux gens de l'audience de repartager ce live pour nous donner de la force et pour spread the world. Donc n'hésitez pas à l'audience de repartager, citer ou pas forcément, mais faites en sorte que ce space soit de plus en plus écouté. Donc voilà. Après, écoute, non, moi j'ai plus rien à ajouter à part effectivement que la semaine prochaine c'est NFT Paris. Est-ce qu'on te verra quelque part, Brian? Alors, je pars en vacances. Malheureusement, c'était prévu depuis longtemps. Je serai au Maroc pendant NFT Paris. Et voilà, mais on sera là, Sorare sera là, Nico va Il y parler. aura Nicolas, comme tu nous as dit, donc c'est très cool. Exactement. Et puis, de toute façon, vous êtes tous invités. On essaiera de l'attraper après son talk avec Farok, ça serait super cool. Exactement. Et puis, du coup, j'en profite pour passer l'invitation à tous les organisateurs de Rock Radio, Nico, Farok, Sam, Samy, c'est de venir au bureau quand vous êtes là. Alors, je ne pourrais pas vous accueillir perso, c'est mais trop sympa, on a un petit terrain de foot qui est quand même assez exceptionnel. On a Il un paraît, terrain de ouais. basket. Je vous ai dit qu'ils ont un terrain de foot. Je vous ai dit qu'ils ont un terrain de foot. Ben, C'est bien sûr sûr, que j'y bien vais. Moi, j'ai trop parlé à Jack. Là, ça y est, il ferait mieux de m'inviter. Ouais. Non, mais je vais t'envoyer l'invitation officielle. Vous allez venir. On ira. Une photo dans les bureaux. Ça va être Voilà, on ira. Trop cool. On va faire une sortie de groupe. Mais moi, Exactement. mais c'est super, avec plaisir. Moi, j'ai mon neveu qui travaille chez Sora en plus. Ah ouais. Donc, c'est qui? qui s'appelle Donne un nom. Qui s'appelle Romain. Et Romain de Bost? Ouais, carrément. Ah, incroyable. Enfin, le neveu de ma femme. Il est très fort. Il est très fort au tennis ballon. On a un terrain. Il est très fort au tennis ballon. Attends, tennis ballon? Ah ouais, mais on a un terrain de foot, mais on a mis un Mais non. filet. Et du coup, on fait du tennis ballon dans une sorte de salle de squash. Ah, c'est sûr que je me pointe. Ah ouais, c'est incroyable. On va venir. Super, trop cool. Brian, merci beaucoup, c'était super l'interview. Merci beaucoup, Brian. Avec plaisir, les gars. Merci à vous pour l'invitation. Salut. Farok, on se retrouve la semaine prochaine. Ça va être une semaine. NFT Paris, les gars. Grosse semaine. Je pense qu'on verra Sorare un petit peu partout aussi. Mais en tout cas, ça va être une super semaine. C'est le méga event. Donc, on vous attend tous. On espère vous croiser là-bas et ça va être trop cool. Voilà. Eh oui, on se voit à vendredi prochain. Alors, du coup, le show, on va le faire vendredi live. Ouais. Live de NFT Paris. Allez, toute la famille. Ciao. Bye Sam, bye Brian, bye Nico. Bye bye.